Ce que je vais faire, c'est essayer de parler pas trop longtemps, de manière à garder un vrai temps d'échange, parce qu'on est très nombreux, vous êtes très nombreux, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aussi parler, prendre la parole et participer à un échange. C'est la première fois que je fais une conférence de ce type avec l'Université populaire, donc j'en suis extrêmement heureux. Que dire de plus je vais commencer. De toute façon, ce que j'ai fait est un peu sans filet parce que je procrastine beaucoup et du coup, je n'ai tout simplement pas imprimé ce que j'avais fait. Donc, en fait, je vais fonctionner sans mes notes alors que je les ai écrites et avec ça. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Alors, pour me présenter rapidement, j'ai travaillé en thèse ici à Bordeaux et c'était 5 années de bonheur absolu sur ces trois personnages que vous voyez, donc Humboldt à gauche, qui est un géographe allemand du début du 19e siècle, Henri Thoreau au milieu, qui est, comme plus de personnes peut-être le connaissent, un philosophe qui a vécu notamment dans une cabane dans l'Amérique du Nord, donc aux États-Unis, et puis Élisée Reclus évidemment, le grand penseur anarchiste et praticien de l'anarchie, et aussi géographe, bien sûr. J'ai travaillé sur les liens entre ces trois personnages et leurs écrits, en les appelant des cosmicistes, du grec cosmos, qui signifie le grand tout, l'univers en fait, d'une certaine façon, en tant qu'il est beau, harmonieux. On est au 19e siècle, c'est avant l'invention de l'écologie, en 1866, que ces trois personnes travaillent. Largement avant et encore un peu après. Et ce qui m'a retenu, c'est qu'ils étaient à la fois des géographes qui pensaient l'ensemble, la globalité de la planète, du monde, on pourrait dire ce qui fait monde, et puis des essayistes sur un plan littéraire, parce que je suis littéraire en fait, je travaille en littérature comparée, et donc ils écrivent des essais, hein, et c'est pas n'importe quoi, des essais, c'est pas des traités, c'est pas des romans. Et puis des poéticiens, des praticiens de la description et des militants de la liberté. Notamment, peut-être rappeler que ces trois personnages donc, ont lutté contre l'esclavagisme, qui à l'époque battait son plein. Alors, j'ai intitulé ma conférence Une histoire commune des communs, mais au risque d'en décevoir certains, je suis désolé vraiment si je vous... voilà. Une histoire commune des communs, en référence évidemment au livre d'Ardo et Laval, commun, essai sur la révolution du XXIe siècle. Mais en même temps, je ne vais pas beaucoup parler finalement de cette notion de commun parce que elle va revenir d'une certaine manière, mais elle est évidemment dans le communisme aussi. On entend ce trait commun. Elle est, je pense, au croisement des questions d'écologie et d'anarchisme, on va y venir. La question de ce qui est commun à partager, peut-être, alors là, on a un bon exemple, moi je vous trouve admirable, parce que vous occupez en moyenne 10 cm² par personne, et du coup vous partagez l'espace, et vous êtes dans une haute conscience du commun. Alors l'autre bouquin au-dessous duquel j'aimerais me placer pour parler, c'est Serge Audier, La société écologique et ses ennemis, paru en 2017. Désolé pour l'image, elle est un petit peu... Voilà. L'idée de ce livre, en tout cas une idée que j'en retiens, c'est de dire qu'avant même le mot d'écologie, il y a des actions dans le corps social, il y a des choses qui essaiment autour de cette idée écologique, pour aller vite, dans une définition très large de cette chose, et c'est ce que je vais faire aussi ce soir, entendre le mot d'écologie dans un sens presque le plus large possible, quitte à parler de choses qui ne sont que, aux yeux de certains, que disons, marginalement écologiques. Même chose pour l'anarchisme. Alors, je peux ajouter à la présentation de moi-même, il me semble naturel de dire que je ne suis pas militant, je ne fais pas partie de la fédération anarchiste, donc je n'ai pas, si vous voulez, d'ailleurs d'aucun autre groupe, etc. Je n'ai pas de carte. J'ai une conception un peu personnelle de la politique dans ma vie de tous les jours. Je pense comme beaucoup de gens, ça ne veut pas dire que je suis individualiste, au sens où je ne ferai que considérer que nos actions individuelles méritent seules d'exister, etc. Mais ça m'arrive aussi de m'engager sur un plan plus collectif, mais
j'ai pas de casquette à ce niveau-là. Enfin, je parle d'une manière assez. J'ai qu'une casquette, à vrai dire, c'est d'être chercheur et de travailler sur la littérature qui parle d'écologie et d'anarchisme. Voilà, pour me situer aussi. Pour commencer, on peut se dire que, alors, autant le dire tout de suite, ce que j'aimerais dire, mon point, si j'en ai un ce soir, c'est que, à mon avis, on a deux sphères, on a deux nébuleuses. Hein. C'est pour ça que j'ai mis le titre au pluriel, écologie au pluriel, anarchisme au pluriel. Il y a plein de courants anarchistes, il y a plein de courants écologistes, parfois même contradictoires, diamétralement opposés, ce genre de choses. Et vu ceci, malgré tout, moi je vois ça comme deux sphères qui ne se superposent pas, mais se chevauchent partiellement. Il y a des points de convergence plus évidents, certains que d'autres, et il y en a de moins évidents, mais de peut-être plus profonds à mes yeux. Et c'est de ça que je vais essayer de parler. Avec cette image pour commencer, ça vient peut-être à l'esprit de beaucoup de monde. Il y a peut-être un trait commun qui est le refus de l'autorité, le refus de la domination. Alors là, je parle plutôt avec un lexique anarchiste, disons. J'illustre ça de manière très marginale vis-à-vis de l'histoire de l'anarchisme, peut-être, avec une image d'opposition à la guerre qui emploie une fleur. Voilà. Donc, tout le monde connaît cette image de Marc Ribot, la jeune fille à la fleur. Le pacifisme, c'est peut-être un des points communs assez intéressants entre l'anarchisme et l'écologie, sous cette idée donc du refus de la domination, de l'autorité, de l'oppression, hein, y compris armée. On y reviendra parce que c'est un point important, celui de la violence, etc. Alors, il y a d'autres choses auxquelles on peut penser en matière de convergence entre écologisme et anarchisme. Par exemple, la lutte contre le nucléaire, par exemple en France, espace le plus nucléarisé du monde, tout le monde le sait. J'ai trouvé avec bonheur, par exemple, ce petit bulletin anarchisme, écologie, lutte anti-nucléaire du groupe d'Angers. J'étais un peu surpris parce qu'Angers n'est pas toujours à la pointe de la lutte anarchiste, on va dire. Et donc il y a un groupe d'Angers, de la ville d'Angers, où j'enseigne, de la fédération anarchiste, où on voit bien qu'il y a un point de convergence entre ces deux luttes. Lutte donc contre la domination politique, cléricale et capitaliste, du point de vue anarchiste, c'est-à-dire qu'il y a toujours trois dominations au moins, hein. Le clergé, les clergés, le capital, l'argent et l'État. Et du point de vue de l'écologie, on pourrait dire aussi que j'ai perdu le fil, mais je ne sais plus exactement comment j'avais commencé. Je vais essayer de définir. Alors, j'aime pas le mot définir, mais quand même, il faut un petit peu s'y plier. Je vais essayer d'expliquer en quoi je prends une définition large de chacun de ces termes pour essayer que la réflexion soit plus intéressante de mon point de vue. Si on prend la question de la structuration du mouvement anarchiste mondial, comme illustré par cette carte, par exemple, on voit un certain nombre de pays qui ont un mouvement anarchiste mondial, elle n'est pas datée, malheureusement, c'est pas très sérieux. Il y a ça pour définir l'anarchisme, mais ça me convient pas complètement. L'idée de regarder les organisations. Il y a aussi une manière qui consisterait à définir les anarchismes par leurs théoriciens. Alors, moi, je suis plutôt intéressé par les textes et donc la littérature, donc j'aurais tendance à aller vers ce biais plutôt que vers la pratique. Mais je dis tout de suite qu'il y a un nombre d'anarchistes qui n'écrivent ou ne lisent pas, mais qui agissent, et c'est peut-être par là qu'il faudrait définir l'anarchisme. Bon, passons, on y reviendra. Alors évidemment, on trouve Bakounine, on trouve Kropotkin à droite, dont on va parler un petit peu, puisque c'est un grand ami de Reclus, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, et géographe lui aussi, et non pas écologiste, hein, anarchiste, ça c'est sûr, l'entraide, la conquête de la liberté, la conquête du pain, etc. Alors, deuxième diapo peut-être un peu plus bizarre, perturbante. Ici, je regroupe 5 parmi tant d'autres des médaillons que fabrique Félix Vallotton en 1898 pour évoquer en fait le fait que c'est là aussi une nébuleuse. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans l'anarchisme, c'est aussi le côté par capillarité. Il y a des gens qui, sans être anarchistes, sans se revendiquer comme tels, grouillent en quelque sorte dans la nébuleuse de l'anarchisme, la bohème du Paris de l'après-amnistie des communards en 1880,
On a des poètes symbolistes. Alors c'est assez amusant parce que même un Mallarmé qui ne figure pas ici, même Mallarmé s'est intéressé aux attentats, entre guillemets, alors les attaques régicides et puis les attaques contre les banquiers, contre le Parlement, etc. dans les années 90. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la sympathie pour l'anarchisme sans être pour autant forcément catalogués comme tel. Et je trouve ça intéressant de le définir comme ça assez largement. On verra tout de suite pourquoi plus tard peut-être. Alors, évidemment, le personnage dont je peux peut-être parler parmi ces 5, c'est William Morris à droite, parce que là, on a un socialiste anglais. Alors, ça paraît presque un oxymore, mais ça existe. Il y a, en tout cas à cette époque, alors là, on a quelqu'un qui s'intéresse à l'anti-industrialisme, ou en tout cas au retour à une forme d'artisanat, du travail des mains, dans une optique assez esthétique aussi, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'art. C'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense quand on parle d'anarchisme. Et pour autant, autour de lui, mais il y en a un certain nombre d'autres, je pense à Edward Carpenter qui écrit que la civilisation est un mal et qu'il y a des remèdes contre la civilisation. Donc il y a un peu l'idée que la nature va venir guérir la civilisation et on se rapproche un petit peu peut-être de nos thématiques. Alors, passons. Je voulais aussi commencer par dire qu'il y a des cas où il est très clair que des anarchistes ne sont pas du tout écologistes. Et il y a des cas où il est très clair, inversement, que des écologistes ne sont pas du tout anarchistes, on va y venir après. Et là, un petit exemple avec ce Georges Bastien, qui écrit l'article Agriculture dans une espèce d'ovni littéraire paru dans les années 30 et reparu, qui est disponible aujourd'hui en ligne, libre d'accès, mais que vous trouvez aussi dans une édition qui est inachevée. L'encyclopédie anarchiste dans les années 30 de Sébastien Faure. Et alors moi, vu qu'il n'y avait que un volume qui était paru quand j'ai travaillé dessus, la lettre A, la lettre C, il n'y avait ni écologie, ni... il y avait anarchisme, à coup sûr, il y a beaucoup de choses sur l'anarchisme, mais j'ai retenu ce thème de l'agriculture, parce que je trouvais que c'est une bonne entrée. Ce qui m'intéresse, c'est un peu la fin du texte. Là, vous avez quelqu'un qui est clairement technicien, et je dirais même technophile BA. On est dans les années 30, et voilà ce qui m'intéresse. Méfiant au début, donc il parle des paysans avec une petite distance surplombante qu'on peut apprécier au passage. Les engrais chimiques sont largement utilisés. Méfiant au début par routine et aussi parce que le commerce malhonnête les trompait, les cultivateurs, surtout depuis qu'ils sont entrés dans la voie des syndicats et coopératives agricoles, permettant l'achat en commun et en gros et avec garantie, pratiquent aujourd'hui de plus en plus une politique de fertilisation intensive et méthodique du sol. Donc là, on sent qu'il y a une espèce de jubilation qui culmine dans la dernière phrase peut-être. Marchant parallèlement, toutes les catégories techniques de l'agriculture vont vers le progrès. Voilà, nous voilà au cœur du problème. La notion de progrès ne se trouve pas ici relativisée, pluralisée comme chez Reclus. Donc on ne s'y retrouve peut-être pas autant. Et là, clairement, on a quelqu'un... Mon idée, c'est qu'on a là un productivisme, tout anarchiste qu'il soit, d'une certaine façon, anti-écologique. J'avance. Je garde du temps, rassurez-vous, pour les questions. Je ne veux pas vous assommer, mais j'espère un petit peu... Puis David veille au grain, il m'interrompra dès que ça n'ira plus. Donc, je voulais parler d'un bouquin d'Yves Citon en 2018 qui s'appelle Contre-courant politique et que je trouve intéressant. Il fait une proposition en disant les vieux vocables gauche, droite, progressistes, libéraux, réactionnaires, etc., les vieux couples, on entend aussi beaucoup un progressiste populiste, je ne vous fais pas un dessin, on entend peut-être un peu trop, ne valent plus, ne disent rien de la concrétude des luttes, des préoccupations des gens. Et au lieu de ça, il faut trouver des adjectifs un peu plus, qui parlent un peu plus de ce que pensent et de ce que font les gens. Alors, il propose par exemple le couple automobiliste contre médialiste. Médialiste, il faut entendre les moyens de transport. Des gens qui utilisent des moyens en commun plutôt que le propriétaire de sa voiture qui veut sa propriété pour se déplacer. Par exemple, premier clivage. Deuxième clivage, les accélérationnistes, les gens qui veulent que ça aille toujours plus vite, comme moi un peu là, à ce moment, parce que je parle un peu trop vite. C'est mon problème, et pourtant je suis ralentiste plutôt, parce que j'aspire, je me sens mieux quand les choses vivent à leur rythme, un peu, pour le dire déjà un peu comme ça, avec le rythme des saisons, pourquoi pas. Il y a de la lenteur dans ce que... Voilà, il y a une belle lenteur qui permet de vivre un peu mieux peut-être. Donc les ralentistes, c'est ceux qui veulent que l'économie ne s'emballe pas comme une machine qu'on ne peut plus contrôler. C'est aussi l'idée de ralentir un peu nos flux, nos pensées, etc. Enfin, pas nos pensées, mais nos échanges peut-être. Alors, vous voyez qu'il y a un truc qui se dessine autour de l'écologie, à coup sûr, dans ces clivages,
un troisième pour la route, alors, qui est clairement dans le paradigme écologique là. On a les gens qui sont extractivistes. Alors, en général, ils ne disent pas coucou, je suis extractiviste. C'est plutôt quelque chose qu'on est obligé de déduire en les voyant faire. Bon, c'est les majors du pétrole, c'est les gens qui en fait veulent exploiter ce qu'il y a dans le sol, notamment, d'où ce terme, en quelque sorte préserver juste ce qu'il faut de réserve pour pouvoir faire fonctionner un modèle, notamment aux hydrocarbures, etc., dits fossiles, versus les lianagistes, avec un bel hommage qui est rendu ici au lianage contre profitation, de la grève qu'avait faite en Guadeloupe un collectif, peut-être que vous vous souvenez, du lianage contre profitation. Dans le lianage, ce qu'il y a de très intéressant, c'est l'idée de lien, en fait, de liane, d'attachement au sens presque végétal du terme. Là aussi, on va y revenir. Et enfin, après j'arrête, sur cette espèce de rappel des clivages, il y en a plein d'autres, ce bouquin est une mine d'or. Enfin, pas une mine d'or, ça c'est très extractiviste, mais une mine d'idées. Pas une mine d'ailleurs, voilà, un bouquin. Compétitiviste. Les gens qui pensent que le moteur de l'évolution, c'est la compétition. En général, ils s'abritent derrière Darwin. Ils disent « Ah bah oui, mais sélection naturelle, la loi de la jungle, c'est comme ça la nature. » C'est une version tronquée de l'évolutionnisme. Quand on lit de près, même Darwin lui-même, le premier, a nuancé cette histoire de la compétition. Elle n'est pas, loin de là, la seule loi de l'évolution. Et comme Kropotkin, même s'il ne le dit pas dans les mêmes termes, ni avec le même anarchisme, comme Kropotkin un peu plus tard, il pense qu'il y a au moins un autre principe qui est l'entraide. En fait, l'évolution, elle fonctionne aussi par entraide, par osmose, enfin il y a plein de choses qu'on peut observer, et dans la nature, et dans les sociétés. Donc, lui, il propose, citons, contre les compétivistes, les gens qui veulent le chacun contre chacun, plutôt les paulinistes. Alors, je vais le laisser expliquer ce qu'il veut dire par là. Désolé, la citation est un peu longue, mais il prend l'image de la ruche. Il dit, qu'est-ce que c'est une ruche? Comment comptabiliser le travail des abeilles? Alors, en fait, il ne répond pas à cette question, parce qu'on ne peut pas le comptabiliser. Il n'a pas une valeur quantifiable. Le travail des abeilles, c'est, je pense que la phrase la mieux, c'est, il faudrait que je fasse un choix quand même à un moment, à qui appartient la pollinisation? À celui qui s'occupe de la ruche? À celui qui cultive le terrain où se trouve la ruche? Aux propriétaires des champs? À eux tous et à personne en particulier. Sans fleurs, pas de pollen. Mais sans abeilles, pas de fruits. La pollinisation n'est pas une chose qu'on puisse compter, peser, etc. C'est un service mutuel. Et là, le mot qui m'intéresse, c'est mutuel, parce que on voit le lien avec l'anarchisme. Certains connaissent ça très bien. Je salue au passage des camarades du cercle libertaire Jean Baruet, que ça fait très plaisir de revoir. Et le mutualisme, c'est un des courants de l'anarchisme, historiquement, autour de Proudhon. Le mutualisme, c'est une façon justement de penser et de pratiquer tout ce qui peut se faire par la force de l'échange. Le troc, le prêt, etc., plein de choses. Et le paulinisme, en fait, c'est juste un nouveau nom pour ça. Ça met l'accent peut-être sur le fait qu'il y a une imitation de ce que font si bien certains animaux. Comment se fait-il que nous, on en soit encore rendus à la lutte de tous contre chacun, alors que des animaux, eux, certains, pas tous, il n'y a pas que des grands mammifères qui mangent les autres, les carnivores, il y a aussi, par exemple, des abeilles qui fonctionnent en collectif. Alors, un mot sur le greenwashing, ou l'éco-blanchiment, juste pour qu'on ait notre dose, parce que là, ça fait déjà un quart d'heure qu'on parle de trucs, il nous fallait notre dose de pub. Tout le monde connaît ça. Je voudrais me dissocier, dans la définition large. Alors, me dissocier en même temps, intégrer ce truc. Il faut, pour comprendre les liens, je pense, entre anarchisme et écologie, il faut prendre en compte et au sérieux l'existence d'une écologie hyper capitaliste, hyper cynique, qui verdit tout, qui nous vend tout comme une espèce de produit. Il faut la prendre au sérieux parce qu'en fait, elle est très forte. Elle a une force agissante considérable. On est noyé. Il y a une grande confusion, en fait. On est dans un contexte de grande confusion où ce qui passe pour vert, c'est la perpétuation du système capitaliste de production avec les aménagements verdis, la croissance verte, tout ça. Or, en fait, il y a là aussi écologie et écologie. Si on revient un petit peu aux origines du terme,
Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup ont été dites par Philippe Pelletier l'année dernière là-dessus. Moi, je n'ai pas tout à fait le même point de vue. Sans être écologue, je crois avoir étudié, donc j'ai étudié en épistémologie, disons, la naissance de cette science, et je pense que la définition d'école, elle est assez intéressante parce qu'elle est pleine de choses qu'on peut tirer. Voilà. Alors, le mot naît comme désignant une science des relations de l'organisme avec l'environnement, qui comprend au sens large toutes les conditions d'existence. Alors, chaque mot ici, traduit de l'allemand, a son importance parce que, en fait, c'est une science des rapports, c'est une science des liens, précisément. C'est une science des relations. Ce n'est pas une science des choses, des entités. Il n'y a pas des choses qui existent et ensuite elles ont des rapports. Il n'y a que des rapports qui existent. L'idée de cette science, c'est assez novateur. En fait, c'est un peu comme la théorie de la relativité de Einstein. C'est une véritable révolution. C'est une manière de dire, en fait, ce qu'il nous faut étudier, comprendre et pourquoi pas aussi prendre comme modèle politique, on y viendra après, c'est non pas une horloge de l'univers où tout fonctionne si bien, mais des rapports qui sont parfois conflictuels et parfois de type d'entraide, des rapports entre les êtres. Et à la limite, il n'y a pas d'être, il n'y a que des rapports. Alors ça met du temps les conséquences sont innombrables. Et notamment, première conséquence à mes yeux très importante, l'écologie n'est pas une simple gestion de ressources. Ce n'est pas la gestion des stocks. Ce n'est pas la protection des stocks pour les générations futures. Au début, en tout cas, ça n'est pas ça. C'est une science qui, entre guillemets, pourrait être dite un peu plus désintéressée, qui s'intéresse ne serait-ce qu'à observer la façon dont les êtres entrent en rapport, en fait, sont en rapport, existent parce qu'ils sont en rapport. Et c'est symbolisé aussi par ce dessin que beaucoup de gens connaissent, je pense. On passe en fait d'une logique où c'est ça le rapport peut-être avec l'anarchie. Le premier, c'est qu'en écologie, on considère une somme de relations, enfin plutôt une infinité de relations, et du coup on considère les choses plutôt comme un cercle qu'une pyramide. Il n'y a pas. Alors, une chose très intéressante, c'est la chaîne trophique, par exemple, la chaîne alimentaire. Vous êtes au sommet de la chaîne alimentaire, tout comme moi. Voilà, on est homo sapiens, on mange de tout, selon les cas. Moi, par exemple, je suis flexitarien, voilà, je mange un peu de tout. C'est pas pour autant que je dois penser que je suis au sommet. En fait, je suis pas au sommet, je suis à la base, parce que si je mange de tout, ça veut dire que je mange tout ce qui a lui-même été empoisonné potentiellement par des toxines, des choses comme ça. Donc, d'une certaine manière, je dépends beaucoup plus, si je suis au sommet de cette pyramide, du tout, que si je suis à la base. Donc, c'est un peu un renversement de perspective. Alors, donc, à nouveau, ils citons, mais on pourrait le prendre autrement, une distinction qui me semble intéressante entre une écologie qui se dit gestionnaire, donc vraiment ce que je disais autour de la gestion des stocks, et de l'autre côté, une écologie radicale. Et là, on retrouve le mot de lien, comme par hasard. L'écologie radicale, c'est celle qui s'efforce, je cite, de revaloriser les liens qui nous attachent les uns aux autres, ainsi qu'à notre environnement. En fait, tout ce qui nous entoure. Alors que l'écologie gestionnaire, c'est plutôt cette idée de quantifier les stocks, y compris pour veiller à un modèle économique soutenable. En fait, l'écologie gestionnaire, c'est une économie verdie. Alors, j'avance un petit peu. Alors, il y a plein de modes d'action sur le plan de l'écologie politique. Alors, je dis écologie politique, tout de suite, première précaution, dans la mesure où il y a des anarchistes, j'entends montrer qu'il y a de l'anarchisme dans certaines luttes écologiques et qu'il y a un lien entre les deux précisément. Dès que je dis écologie politique, il y a un premier problème, c'est qu'on entend réflexe, c'est politique électorale, quoi. Les verts, les partis verts de par le monde, etc. Avec leurs nombreuses limites. Il y a une écologie qui n'est pas électoraliste, qui est de l'ordre de l'habitat, de la lutte dans un site, par exemple, où évidemment l'écologie sociale, l'écologie populaire. Et elle est politique, mais elle n'est pas électorale. Et ça, c'est un point assez capital. Alors, 3 petits exemples de lutte. Il y a plein de moyens d'action. Il y a plein de manières de faire de l'écologie la protection non pas de la nature, disons la protection de soi dans la nature. Il y a le slogan que j'aime bien, qui me fait beaucoup réfléchir, nous sommes la nature qui se défend.
fait réfléchir aussi. Est-ce que c'est ce que pensait cette dame, hein, Sigríður Tómasdóttir, qui a lutté pour la préservation d'une chute d'eau en Islande, par exemple, et qui se voit mémorialisée. C'est-à-dire qu'ici, il y a une forme de reconnaissance patrimoniale d'une lutte pour la nature, ou d'une lutte en tout cas pour un lieu. C'est assez peut-être étonnant. Bon, premier cas de figure, un deuxième cas de figure plus connu peut-être, le chef Raoni. Alors, vous voyez, il y a des peuples qui sont dits indigènes, qui vivent dans un lieu, tout simplement, c'est ça que ça veut dire, et qui luttent pour, non pas la préservation de leur milieu, c'est une mauvaise traduction. Ce que nous disent les indigènes d'Amérique en général sur la lutte qu'ils mènent pour une rivière, pour une chute d'eau, pour une forêt, c'est il n'y a pas de différence entre le lieu pour lequel je lutte et moi, en fait. C'est moi-même qui pleure quand la rivière est assassinée, etc. Enfin, il y a une espèce de leçon à prendre aussi sur cette perception différente de la nôtre, sur la séparation entre nature et l'homme. Alors, en l'occurrence, autre lutte contre un barrage, donc un grand projet inutile. On peut aussi penser, évidemment, alors moi, vous voyez, je les englobe a priori. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ces luttes ne se valent pas. Et je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose. Je suis en train de comprendre, d'essayer d'embrasser du regard une variété de luttes écologistes en maintenant l'exigence de ne pas les séparer a priori. De ne pas dire « Ah oui, mais ça ne me convient pas, ça je garde, ça me convient pas ». On ne fait pas ces courses dans le mouvement social. On doit aussi, écouter peut-être, même quand on n'est pas toujours d'accord, la façon, le moyen d'action dont les gens s'emparent à un moment. Alors, ces manifestations de la jeunesse pour la grève mondiale pour le climat, elles sont récentes, on n'a pas forcément le recul en tant que chercheur, mais en tant que citoyen, on ne peut pas l'ignorer, elles existent, et c'est aussi quelque chose qui a trait, à mon avis, à anarchie écologique. On verra si dans le débat, c'est quelque chose qui ressort. Alors là, je remercie Fabien, je ne sais pas s'il est dans la salle, s'il a réussi à rentrer, qui m'a donné un jour cette photo. En fait, il y a peut-être aussi des gens dans la salle, parce qu'en fait, c'est une photo qui a été prise à Bordeaux l'année passée. Peut-être que des gens ont collé ces affiches ou les ont vues. Je trouve ces slogans intéressants. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule ni la meilleure manière de lutter pour l'écologie et avec ou sans l'anarchisme, mais quelque part ça rentre dans l'espèce de grand filet que je suis en train de dessiner. Et puis alors, quand même un mot, alors là, c'est pas une provocation, mais il faut se méfier, parce que dans l'écologie, il y a de tout. C'est un peu comme dans l'anarchisme, il y a une variété, mais il y a une variété pour le meilleur et pour le pire. Et il ne faut pas occulter le fait que dans l'écologie, dans l'histoire de l'écologie, et encore aujourd'hui, il y a des forces hyper réactionnaires et qui pour le coup ne sont pas anarchistes du tout. Là, je prends l'exemple extrême, mais le fameux discours de Pétain en 1940, écrit par Emmanuel Berg, la Terre, elle, ne ment pas. Donc une espèce de revendication de parler au nom de la nature, en faisant parler une partie du corps social contre une autre, suivez mon regard, enfin tout ce genre de choses. Là, c'est une adresse aux paysans, un appel au peuple, paysan qui est hyper précarisé et qui ne peut que, d'une certaine manière, subir et répondre à cet appel. Il y a une espèce de fatalité politique assez douloureuse là. La Terre, elle ne ment pas, c'est l'idée. Alors, c'est pour illustrer que dans l'écologie, il y a toujours, de manière très forte, aujourd'hui a fortiori, une tendance à faire parler la nature contre ce qu'on pourrait appeler le progrès. De montrer du doigt une certaine partie de la population, par exemple. Je pense à la Manif pour tous, qui se revendiquait de la nature pour parler, je cite, d'une humanité durable, hors de laquelle il y aurait les gays, les lesbiennes, les bi et les trans. C'est assez particulier cet argument, cet appel à l'écologie pour en fait s'opposer aux droits de certains, etc. Donc, on voit aussi l'ambiguïté de ce terme. Je pense que Philippe Peltier aussi a rappelé l'origine en partie liée à l'extrême droite d'une certaine écologie. Alors moi je pense qu'il y a plein d'écologies. C'est-à-dire que plutôt comme Serge Audier, j'ai l'impression qu'il y a plein de sources contemporaines en fait, qui sont peut-être... C'est une idée qui est dans le corps social à plus d'un endroit à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un inventeur... voilà, c'est pas unifié l'écologie.
Et à la même époque, un peu avant le discours de Pétain, on est 2 ans avant, là vous avez un texte de Jean Giono, qui est souvent accusé à tort, à mon avis, d'avoir été un écrivain pétainiste. Vraiment, très clairement, à mon avis, il y a une espèce de procès très, très de mauvaise foi et très raccourci qui lui est fait. Dans une lettre, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment un texte merveilleux, lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, on est 1 an avant la guerre, et il écrit beaucoup de choses sur l'argent, le rapport à la terre, le rapport au pouvoir, et vous avez une perspective qui est clairement libertaire. Alors, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est l'idée d'un contact avec les choses. Et c'est peut-être là mon point d'arrivée aussi tout à l'heure, je ne sais pas combien de temps il me reste. D'accord, merci beaucoup. Super. Voilà, donc peut-être pour citer deux, trois passages, vous voyez, donc il semble regretter dans le début du texte qu'en 1938, vous avez vu tout à l'heure en 1934, on avait Georges Bastien qui fait l'éloge des machines à couver les poules, des engrais, de la chimie, des machines. Là, 4 ans plus tard, voilà ce qu'écrit Giono. On n'ose plus aller directement du corps à la matière, comme le paysan va du corps à la terre. On ne peut plus accepter le difficile, accepter le chef-d'œuvre, désirer le franc contact avec le monde. On n'a plus de sens pour cette sensation-là. On ne peut plus admettre ce paisible héroïsme d'exprimer le monde avec la divine habileté des mains nues. Il faut qu'on... Alors, tout ça, c'est pas ce qu'il préconise, c'est ce qu'il regrette. Il faut qu'on interpose dans la liaison directe corps-matière des boucliers, encore eux, des gants, des cagoules, des capuchons, des masques. On a presque tout l'attirail de Fukushima déjà. Vous savez, c'est l'endroit au Japon où on jette encore de la terre tous les jours dans des sacs poubelles pour... voilà, mais il n'y a plus de catastrophe. Je cite Anne Lauvergeon en 2012, là je m'énerve un peu, mais en 2011, il n'y a pas de catastrophe nucléaire. Voilà, passé, il n'y a rien à voir. Donc en fait, il y a une espèce de... ces gants, cet attirail entre la peau, entre le corps sensible et la terre, ça fait écran. Ça coupe le contact. On n'est plus ensemble. Et donc tout le lien autour duquel je tourne depuis tout à l'heure, il n'est plus là. En fait, c'est aussi simple que ça. Ce que dit Giono ici, c'est à mon avis très profond. C'est que l'écologie, elle est peut-être tout simplement au-delà du mot et de son côté savant, etc. On n'a peut-être même pas besoin du mot écologie. Ce dont on a besoin, c'est de ces moments où en fait il y a contact. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans le sans contact. C'est autre chose. Je vous renvoie à un super livre sur la question de Matthew Crawford, Contact. Je me souviens plus de son sous-titre, mais comment on a perdu le monde et comment on pourrait retrouver. Bref. Alors, voilà, époque de facilité, un peu lâche. Alors, le capitaliste a raison. Bon, là je passe parce que j'ai plus le texte. J'en viens à des choses qui fâchent éventuellement, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut considérer... Alors, en fait, pour la petite histoire, si j'avais imprimé mon texte et que j'avais été un grand garçon, j'aurais pu dire un mot de Guy Debord, et donc du situationnisme, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que ça rentre ou pas dans l'anarchisme? Alors, c'est pas la fédération anarchiste, c'est pas des organisations comme l'anarcho-syndicalisme et des choses comme ça, c'est peut-être un peu à côté. Mais, à mon avis, on a intérêt à l'embrigader, pas l'embrigader, à le considérer dans le périmètre autour duquel on tourne. Parce qu'en fait, il dit des choses passionnantes, alors, en l'occurrence dans le petit film Ingiru Mimus Nocte et Consumi Murigni, où il dit que la vie est polluée. En fait, ce n'est pas la pollution au sens hyper banal où on entend parler depuis qu'on est petit, c'est un empoisonnement. Et il parle d'un empoisonnement dont les travailleurs, les non-travailleurs, les gens, les habitants sont victimes à leur insu. En fait, une triste vie leur est faite, quoi. Je ne sais pas le dire avec ces mots, et c'est plus brillant. Alors, j'en viens à un petit peu ce qui est présenté parfois comme la continuité du situationnisme de Debord, mais c'est un peu plus compliqué. Avec ce texte, le dernier en date des essais du Comité Invisible, qui s'appelle Maintenant, qui est paru au moment de l'élection présidentielle en 2017, et un passage qui m'intéresse beaucoup, parce que, à mon avis, il traite de ce autour de quoi je suis en train de tourner, c'est-à-dire le petit lien entre anarchie et écologie. Je lis, puis je vais essayer de commenter. En fait, ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas de communauté qui existe en soi au premier abord. Il y a des liens. Là aussi, c'est l'idée des liens et du contact par l'expérience.
il n'y a jamais la communauté comme entité, mais comme expérience. C'est celle de la continuité avec des êtres ou avec le monde. On pourrait presque s'arrêter là. C'est ça le grand lien qui permet de rapprocher peut-être anarchie et écologie. C'est la camaraderie, l'amitié qu'on ressent, c'est dit dans la suite du texte, pour un camarade de manif, mais c'est aussi la camaraderie qu'on peut ressentir. Là, l'exemple qui est pris, c'est un séquoia. Bon, c'est un arbre vénérable. Il y a aussi des choses plus petites, plus humbles. Je sais pas, un insecte. Il y a toute une littérature qui est souvent traitée comme la sensiblerie. Vous voyez, quand on lit Goethe, on dit oh là là, Werther, il a écrasé un insecte et il pleure. C'est quoi ce truc? Mais en 1800 et quelques, en 1774 en l'occurrence, il y a déjà des gens qui ont. Enfin, j'allais dire, il y a déjà des gens, mais il y en a déjà bien avant. Cette espèce de motif où rien n'est sans importance. Hein. Même la plus petite chose compte. Hein. Je pense que c'est sensible aussi. Alors là, l'exemple du séquoia, peut-être qu'il est un peu mal pris, quoi. Bon, voilà. Mais je pense que le mot continuité peut nous aider. Alors, en prenant, moi j'aime bien aussi la suite, hein, en prenant le sujet humain isolément de son monde, en détachant les mortels de tout ce qui vit autour d'eux, la modernité ne pouvait qu'accoucher d'un communisme exterminateur, d'un socialisme. Et ce socialisme ne pouvait rencontrer les paysans, les nomades et les sauvages, entre guillemets. Autrement, on repense au chef Raouni, entre autres, autrement que comme un obstacle à balayer, comme un fâcheux résidu au bas de la comptabilité nationale. Ils ne pouvaient pas même voir de quel communisme ils étaient porteurs. Enfin, c'est bien la triste histoire du communisme historique, hein, qui n'invalide pas forcément l'idée communiste, hein, pour le futur et pour le présent, mais cette idée qu'en fait, on a balayé comme insignifiant des tas d'expériences humbles, modestes, petites, qui étaient de l'ordre de l'anarchie et de l'écologie, peut-être à la fois. Alors, amusant, parce que dans l'affaire Tarnac, qui, comme vous le savez, tournait autour de, justement, le Comité Invisible, leur premier opus, L'insurrection qui vient, il y a une poétesse que j'aime beaucoup, Nathalie Quintane, qui a écrit un super livre qui s'appelle Tomates, et dans lequel, en fait, elle cherche des graines pour faire pousser des tomates, et elle aimerait bien que son livre pousse comme des tomates. Elle essaye un livre dans lequel ça pousse un petit peu en rhizome, un petit peu comme ça, quelque chose comme un réseau spontané, voilà. Et donc elle cherche, j'aime bien l'image, hein, les graines de ces plantes anciennes, de ces tomates peu courantes. Si je dis ça, c'est qu'en fait elle a pris la défense dans un texte, dans Tomates, du Comité Invisible et autour de l'affaire de Tarnac. Voilà, et donc des radis de 18 jours, délicat aussi, l'adjectif délicat par rapport à ce que je viens de dire, je crois. Je n'étais qu'une débutante minoritaire, me demandait ce qui, des débuts ou de la minorité, nuirait le plus à la bonne pousse. Vous voyez, l'espèce de délicatesse qu'on ressent dans cette phrase sur est-ce que ça va pousser ou pas, c'est tout petit, une espèce d'attention à la vie, quoi. Et bon, elle parle de Cocopelli avec le combat pour les semences en libre accès, etc., qu'on peut aussi un petit peu voir comme à la croisée des chemins. Alors là, voilà, rassurez-vous, je ne vais pas garder la parole beaucoup plus longtemps. Donc, vous allez la voir très vite, j'ai bien hâte. En fait, ce que je fais, c'est une petite expérience. Là. Je lis des bouts de texte, il y en a 8 en tout, et je régresse dans le temps. je vais aller le plus possible vers le passé après. Là, pour l'instant, je suis encore au XXIe siècle, avec ce texte très intéressant d'un collectif, Mauvaise Troupe, qui s'appelle Défendre la ZAD. Il s'agit de Notre-Dame-des-Landes, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a d'autres, des ZAD, bien sûr. Là aussi, un truc qu'on trouve, c'est l'attention à la vie partagée, au contact. Hein. Lisons plutôt. Face au défi d'une vie partagée sur la zone, une autre bataille s'engage alors contre nous-mêmes et en nous-mêmes. Là, vous avez typiquement le témoignage de quelqu'un au pluriel, quelqu'une au pluriel, qui, en fait, ayant fait cette expérience de retrouver contact avec une terre, pas seulement pour la défendre contre un projet d'aéroport, mais aussi pour la cultiver en vue d'un futur désirable et d'un présent désirable. C'est pas seulement contre, c'est pour cette ZAD, et donc elle a une vision du monde plutôt de l'ordre du lien que de la séparation qui exploite. Et là, on trouve une idée très intéressante, c'est que voilà, les individus sont à nouveau dits comme séparés. Il y a toujours en nous tous quelque chose de ces individus séparés.
engoncés dans leurs identités sociales, culturelles, politiques. La mise en échec d'un dispositif policier ne suffira jamais à détruire ce qui nous tenaille encore. C'est comme si en fait le mal était en nous, hein, quelque part. Ce qui nous sépare les uns des autres est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un drôle de truc. Donc il y a un combat qui commence en cultivant la terre de façon militante comme ça, qui consiste à se débarrasser de l'autorité en soi, qu'on a en soi. Voilà. Donc en fait finalement cultiver la terre amène à l'anarchisme. Et ça je trouve ça assez beau quoi. Alors, autre cas, tout n'est pas comparable. Moi, c'est un petit peu mon métier de comparer des trucs. Des fois, on me reproche de comparer des choses incomparables. Il faut bien essayer, même sans identifier les choses. Un texte de Éric Deluca par rapport au Val de Suse. Vous savez, c'est le projet de TGV Transalpin Lyon-Turin, avec des actes de sabotage qui ont été faits. Et évidemment, Éric Deluca, il y a eu une médiatisation assez intense de cette affaire en Italie, parce qu'il a été accusé, je ne crois pas condamné. Hein. Il a eu un procès pour ce livre, parce que ce livre faisait, pour les juges italiens, l'apologie du sabotage. Parce qu'il y a un certain nombre de phrases qui disent qu'il est juste de défendre un territoire menacé contre un projet dangereux. En l'occurrence, le percement d'un tunnel qui libère plein d'amiante dans l'atmosphère, dans les sols, dans l'eau, dans les poumons des gens. Et comme il le dit ici, pour lui, le percement et la pulvérisation des gisements d'amiante horrifient tous ceux qui sont au courant des terribles... Ça suppose, vous voyez, connaissance, ça aussi, un lien entre l'anarchisme et l'écologie, l'intérêt, la curiosité scientifique, hein, l'expérience des choses. Tous ceux qui sont au courant des terribles méfaits d'une dispersion de ces fibres toxiques. Pour moi, c'est un viol de territoire. L'image vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un peu exactement en termes exacts l'histoire de l'extractivisme. Voilà. Alors, un autre texte qui compte beaucoup, Nos cabanes de Marielle Massé, cette année, où là aussi, c'est l'idée du lien abîmé, mais à maintenir, à reconstruire, à retisser, à retrouver, de l'attention à la vie et à ce qui nous lie, en fait, qui est quasiment indiscernable, hein, peut-être un liant entre nous, puisqu'elle écrit « C'est décidément d'un monde abîmé qu'il s'agit, abîmé par les pratiques précises, celles du capitalisme avancé et de ce qu'il fait au vivant, au sol, au sentiment même du commun. Et l'enjeu est bien d'inventer des façons de vivre dans ce monde abîmé, ni de sauver, sauvegarder, conserver, réparer, revenir à d'anciens états. » Donc c'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de revenir au passé. On entend parfois la bougie, vous savez, la décroissance c'est la bougie. Bah chiche, hein, moi je trouve que les bougies c'est top. En tout cas c'est, des espèces de trucs où le passé c'est forcément nul, les cavernes, tout ça. C'est un sujet plus sérieux que... Bon, je lance ça pour le débat. Donc il ne s'agit pas de sauver, il ne s'agit pas de survivre, mais il s'agit de vivre, selon elle. C'est-à-dire de retenter des habitudes. Et j'aime bien le mot habitude, il est important, parce que d'autant il y a habiter, habitant. C'est-à-dire exactement ce qui nous importe de faire par rapport à la Terre, plutôt que de l'exploiter. Hein, habiter la Terre, habiter le monde. C'est-à-dire cohabiter, en coopérant. Là, vous retrouvez aussi le mutualisme et finalement quelque chose de l'ordre de l'anarchie. En coopérant avec toutes sortes de vivants et en favorisant en tout la vie. Voilà. Je pense que, alors, je vais aller un peu vite paradoxalement sur ce que je connais le mieux, mais on pourra éventuellement en reparler dans le débat. Deux petites citations qui sont les plus connues peut-être de Reclus d'abord, qui explique que l'homme est la nature prenant conscience d'elle-même. Et alors là, il faut un sacré paquet d'heures pour mesurer toutes les implications de cette phrase. Je pense qu'elle résonne très fort aujourd'hui parce que dans un slogan, comme je le disais tout à l'heure, comme nous sommes la nature qui se défend, d'une certaine manière, c'est une réponse à cette phrase. L'homme et la nature prenant conscience d'elle-même. C'est-à-dire qu'en tout cas, l'homme n'est pas distinct, à part, comme dans le dualisme occidental. Hein. Il y a aussi les travaux des anthropologues, et il y a beaucoup d'anarchistes anthropologues. Il y a beaucoup d'anarchistes géographes. Il y a beaucoup d'anarchistes anthropologues, comme par hasard. Hein. L'intérêt pour ces peuples dits primitifs, indigènes, premiers parfois, qui ont en fait plein de choses à nous apprendre sur ce que c'est qu'être humain, c'est-à-dire notre lot commun par rapport aux plantes, aux animaux, au sol, etc. Et puis, en anglais cette fois, donc Thoreau qui explique que l'homme est un habitant et une partie de la nature, pas
il le préfère en tant que partie de la nature qu'en tant que membre de la société. Alors, c'est peut-être pas le meilleur cadeau à faire à Thoreau parce qu'il est un peu vu parfois comme un ermite qui fuit la société et c'est faux. C'est plutôt quelqu'un qui habite la frontière et qui a besoin d'une dose homéopathique de société, on va dire. Alors c'est marrant, lui aussi, c'est Félix Vallotton. Vous voyez, il n'a jamais voyagé en France, mais Félix Vallotton, dans le livre des Masques, il a aussi fait Thoreau. Ce qui veut dire que Thoreau, il est déjà connu en France et tout. Donc il y a un lien avéré entre ce qu'on présente parfois comme le père fondateur de l'écologie, à tort. Hein. Thoreau n'a pas inventé l'écologie, il ne connaît pas le mot. Mais il y a quelque chose dans la pensée de Thoreau qui a à voir avec la nature, le rapport entre homme et nature, etc. Et il y a un lien entre ça et la bohème anarchiste de Paris en 1890. Comme c'est curieux. Reclus, il faudrait en dire bien plus, mais L'homme et la terre, c'est ce livre dont je viens de tirer la formule. Alors peut-être simplement ce beau texte dans La Terre, qui date d'un peu avant, qui nous renvoie encore là aussi à une conscience. Alors Reclus, c'est vraiment une figure importante de l'anarchisme, hein, parmi les tout premiers. C'est dans l'Association internationale des travailleurs, etc. Enfin, c'est vraiment l'ami proche de Kropotkin, de Bakounine. On est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler l'anarchisme classique, si on peut dire. Et voici ce qu'il écrit. L'homme ne vit pas seulement sur le sol, il naît aussi de la terre. Il en est le fils, ainsi que le disent toutes les mythologies des peuples. C'est pas forcément quelque chose que le Reclus de la fin aurait écrit en ces termes, il faut être clair, mais dans un de ses premiers textes, voilà à peu près le souffle auquel ça peut ressembler. Il y a quelque chose d'un peu étonnant, quasiment mystique peut-être. Nous sommes de la poussière, de l'eau. Alors là, pour le coup, c'est pas mystique, c'est très concret. Nous sommes de la poussière, de l'eau, de l'air organisé, et que nous ayons germé dans le limon du Nil, et que nous soyons sortis des éclats d'un chêne, que nous ayons été pétris de la terre rouge de l'Euphrate ou des alluvions sacrées du Gange, nous n'en sommes pas moins les enfants de la mer bienfaisante. Alors il termine aussi avec quelque chose d'étonnant. Il est donc impossible que les formes terrestres avec lesquelles la flore et la faune s'harmonisent d'une manière si admirable ne se reflètent pas également dans les phénomènes vitaux, on retrouve la vie comme valeur absolue en quelque sorte, les phénomènes vitaux de cette simple partie de la faune qu'on appelle l'humanité. Voilà. Alors je vais aller tout de suite un petit peu à ma conclusion, parce que je veux garder absolument du temps pour le débat. Ça peut être surprendre, mais là on a un texte qui date de 1546, 16e siècle. On est combien de temps avant la naissance du mot écologie? Combien de temps avant la naissance du mot anarchisme? C'est incalculable, la distance. Okay, sauf que, qu'est-ce qu'on a dans ce texte? Le fameux discours de la servitude volontaire de la Boétie, quand même. Le contraint, contre le roi, contre le monarque, contre l'unique qui détient le pouvoir. Tout le monde connaît ou presque ces textes. L'argument est très simple et en même temps toujours aussi actuel. Comment se fait-il que nous soyons dépossédés de notre puissance alors que nous sommes si nombreux, ce soir par exemple, et que les puissants soient en très petit nombre, mais qu'ils demeurent les puissants? Parce que nous leur prêtons notre puissance, nous la leur léguons. C'est l'argument général de ce texte. Et voici qu'on tombe, alors moi c'était presque une surprise de redécouvrir ça, sur tout un passage qui traite des animaux et des plantes. Ça retient l'attention quand même. Parce que là on est en quelque sorte aux origines de l'anarchie avant la lettre. Et on est aussi aux origines de l'écologie avant la lettre. C'est le meilleur ami de Montaigne aussi. Il y a un rapport avec l'essai, bien. Il ne peut entrer dans l'esprit de personne que la nature ait mis quiconque en servitude, puisqu'elle nous a tous mis en compagnie. On retrouve la même idée. Est-ce qu'on est tout seul, isolé, sans contact, ou est-ce qu'on est avec des amis, dans la chaleur humaine, dans la chaleur plus qu'humaine, dans le contact? À vrai dire, il est bien inutile de se demander si la liberté est naturelle. La réponse est oui, en fait. Puisqu'on ne peut tenir aucun être en servitude sans lui faire tort. Et en fait, il a un argument très simple, il dit que quand on attrape un animal, la plupart des animaux meurent au moment où on les attrape. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas forcément vrai, mais... il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature. Alors, attention à ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être. Là, on n'a pas quelqu'un qui s'en sert de manière normative pour imposer leur manière de vivre aux autres. Je pense pas. Donc rien de plus contraire à la nature que l'injustice.
Et je trouve que cette phrase est hyper fondatrice quoi, pour notre affaire. Parce que l'idée, c'est que la nature ne veut pas l'injustice. Elle manifeste aussi cette loi, cette seconde loi sous-estimée aujourd'hui qu'est l'entraide. Il y a aussi voilà, cette idée, elle est déjà là. La liberté est donc naturelle. C'est pourquoi, à mon avis, nous ne sommes pas seulement nés avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre. C'est curieux, comme tout un lexique est déjà là, quoi. Zone à défendre. Et oui, la Boétie, zone à défendre, pourquoi pas. Et si, oui, moi je pense que ça aurait été un super zadiste. Je dis ça et je dois tout de suite préciser que moi j'ai jamais mis les pieds sur une ZAD et voilà, mais je m'informe. Parce que en fait, c'est un point important, ça peut-être déjà là-dessus, c'est que on mesure l'ouverture, la générosité d'un ancrage comme ça qui peut paraître territorial, au fait qu'on peut entendre parler de lui, se documenter, parler avec des gens qui y ont été, etc. C'est pas une clôture. Hein. Les ZAD, c'est quelque chose qui fait contact sans doute et qui permet que, selon le slogan, il y a peut-être partout quelque chose qui en ressorte. Bon. S'il y en a qui en doutent encore, alors là, je vais peut-être me concentrer sur la dernière phrase parce qu'elle est assez marrante. Les bêtes, alors bon, on peut peut-être passer sous silence la petite incise « Dieu me soit en aide ». Les bêtes, si les hommes, on est quand même en 1546, bon, les bêtes, si les hommes veulent bien les entendre, leur cri « Vive la liberté ». Étonnante cette phrase. Hein. C'est-à-dire qu'il y aurait comme une espèce de message inouï, au sens où on ne l'aurait pas entendu. Alors je m'arrête là, peut-être pour conclure 2-3 mots, si j'ai le temps. L'écologie est une affaire de classe. L'écologie est une affaire de lutte des classes. Il y a aussi la notion capitale d'injustice environnementale, de justice environnementale. Une illustration très géographique, parce que c'est un terrain sur lequel j'ai un peu travaillé et que j'aime bien, même si je ne suis pas géographe. La ville de Détroit aux États-Unis, c'est assez limpide. Il y a une ségrégation sociale et raciale liée en fait à des quartiers qui sont hyper exposés à des risques environnementaux, pas seulement des risques d'ailleurs. Par exemple, le bruit, entre 1000 autres exemples, et les émissions de benzène, mais il y a plein d'autres exemples comme ça, super intéressants, et en même temps tragiques. Hein, cette notion en France, on connaît peut-être les gens qui vivent à côté d'une déchetterie, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est des quartiers populaires auxquels on impose une déchetterie et pas des quartiers riches, etc. Cette notion d'injustice environnementale, elle est au cœur de ce qui fait le lien entre anarchie et écologie, à savoir que c'est pas le monde des bisounours où on repeint tout le temps vert et on repart pour un tour. L'écologie est une question de conflit, en fait. Et par ailleurs, alors j'aimerais terminer sur cette image de jardin ouvrier, parce que dans l'anarchisme et l'anarchie, dans le mouvement libertaire, il y a plein de choses qui ne sont pas estampillées comme écolo, mais qui le sont, en fait, au sens large que j'ai donné à ce terme. Dans le sens où, là c'est Saint-Étienne à gauche en bas et c'est Roubaix en haut à droite. Des jardins ouvriers, c'est quoi si c'est pas l'amitié, le contact, tout ce qu'on a vu en fait. La vie, l'attention à la pousse délicate, est-ce que ma tomate va prendre, des choses comme ça. C'est bien des pratiques qui sont déjà là. Il y a une écologie populaire, il y a une écologie sociale qui date déjà, qui a toute une histoire. Simplement, il faut y être attentif. C'est moins spectaculaire que les grands projets pour faire des panneaux solaires dans l'espace qui vont refroidir l'atmosphère, etc. Chose que les capitalistes envisagent sérieusement. Ça s'appelle la géo-ingénierie et c'est flippant. Voilà, alors je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup Bertrand, j'espère que vous avez apprécié. Du coup, on peut lancer le débat. Je ne sais pas si vous avez envie de débattre des cavernes et des bougies. Et on n'a pas de micro à faire circuler, donc on peut donner celui-là pour le premier rang, mais après ça va être plus compliqué. Il faudra parler fort. Voilà. Très fort. Vous parlez assez haut, assez fort, pour faire un sens. Ça fait pas mal.
tout à fait d'accord. C'est un peu nous, petits occidentaux, qui en sont cause. Et toutes les brillantes choses qui ont été dites depuis le XVe siècle par des grands hommes, c'est des choses qui font encore état de lieu partout en Amérique latine, ou même dans des pays scandinaves. Et c'est ce que j'aimerais bien avoir un lien par rapport à l'anarchisme, que vous en pensez. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je réponds déjà à cette question, alors on fait comme ça. Je reprends le micro parce que ma voix va peut-être casser un moment. Merci beaucoup pour la question parce qu'elle me permet de revenir. Alors, si j'ai bien compris, c'est vrai que j'ai peut-être pas assez parlé d'une certaine façon de ce à quoi les anarchistes ont été très attentifs pour le coup. C'est le contraire de l'ethnocentrisme. Quand on lit Reclus, certes, c'est un homme situé, lui, en Occident, etc., tout ce qu'on veut. Il y a une attention à ce qui existe ailleurs qu'en Europe. Par exemple, c'est un des premiers avec Kropotkin à parler des peuples, de certains peuples dont personne n'avait écrit jusque-là. Je ne suis pas un grand spécialiste de cet aspect-là, mais donc je suis un peu gêné pour être précis. Mais c'est certain que l'écologie, ça ne peut pas être une question... Il y a l'écologie des autres. C'est le titre d'un petit livre de Philippe Descola qu'il a fait après par De la nature et culture, où il revient sur cette question exactement que vous posez, je crois, par l'écologie des autres. C'est-à-dire, nous, on est gênés avec ce concept parce qu'il est grec. Voilà, dans l'écologie, il y a oikos, c'est la maison, c'est notre façon. Il faut bien partir de quelque part. Voilà, on hérite d'une certaine manière d'une culture qui est gréco-latine et on l'entend souvent judéo-chrétienne, mais aussi islamique, etc. Enfin, on peut mettre tout ça dans le grand bassin méditerranéen. Ça reste un point du monde. Ok. Que nous disent les gens sur l'écologie? Alors, dans la littérature anarchiste et écologiste, qui n'est pas forcément doublement estampillée à chaque fois, eh ben, on trouve des tas de choses justement pas assez. Moi, je suis complètement d'accord. On n'en a jamais assez sur l'attention à ce qui est loin de nous. Donc, ça pose aussi la question de local, global. Pour agir et être au contact, comment est-ce que moi je suis au contact de l'Amazonie? Je ne suis pas au contact de l'Amazonie. Et du coup, d'une certaine façon, je suis conditionné, vous voyez, dans la façon... C'est comme ça que je réponds. Un petit peu parce que toutes ces progrès techniques, tout ce qui s'est passé, qui sont diffusés à travers le monde et qui fait qu'on s'est éloigné de la nature, ça vient clairement de cette belle Europe pause. C'est clair, c'est la question coloniale. Mais Reclus, par exemple, il y a des milliers de pages sur la question coloniale, et à commencer par la France, ce qu'elle fait à l'Algérie, etc. On ne peut pas séparer la question, effectivement, vous avez tout à fait raison, de écologie, anarchisme et critique de cette façon dont le pouvoir européen s'est non seulement imposé à des travailleurs qu'il a fait souffrir en Europe, mais ailleurs. Et en écologie, c'est capital de comprendre ça parce qu'il y a des phénomènes de déplacement. Par exemple, quand on dit on a verdi, je ne sais pas, les déchets, il y a moins de déchets dans tel pays d'Europe. Je n'ai pas un exemple bien précisément en tête, mais c'est une logique qu'on retrouve partout. C'est parce qu'ils sont en Afrique, c'est parce qu'ils sont en Asie, etc. Il y a des pays qui aujourd'hui se retrouvent de facto dans une situation où on leur impose d'être importateurs de déchets pour ensuite souffrir de ça. Et ça s'est présenté en plus comme une aubaine, genre on vous donne de l'emploi. Donc c'est tout ce modèle économique complètement débile en fait, d'une certaine façon, complètement sans dessus-dessous, qui est dans le sans contact, parce que pour aller dire on délocalise des déchets, etc., on prend leur matière première aux gens, parce qu'il y a aussi ça, il y a le rapt du sol, quoi. Un économiste néo-marxiste qui s'appelle Alf Hornborg, qui a travaillé avec un H, Hornborg avec un H, de rien. Il a montré que, par exemple, entre l'Amérique du Sud et l'Europe, de la colonisation à aujourd'hui, il y a un flot inouï de matières premières qui est importé dans un seul sens, Amérique du Sud vers l'Europe. Dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on a? Très peu d'argent. Donc, en fait, effectivement, il y a quelque chose de... Voilà. L'inégalité, elle est dans le colonialisme notamment. Tout à fait d'accord. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu. Pas... On peut aussi rajouter que la première révolution... Tiens.
Et que c'était indigène, le slogan important de ce mouvement révolutionnaire, c'était Tierra Libertad. C'est-à-dire à la fois la terre et la liberté. C'est un mouvement de forte inspiration anarchiste, avec les frères Manuel, mais surtout aujourd'hui, le mouvement zapatiste, il se réfère à cette figure à la fois paysanne et indigène qui était Emiliano Zapata. Donc l'histoire, elle a balayé, on l'a oublié, nos mémoires se sont taries, mais pourtant, ça a existé. Et donc je pense que c'est important aussi dans la pensée anarchiste, ce lien effectivement avec la terre par rapport justement à l'industrialisation et à la pensée du progrès de la fin. Et justement, on pouvait trouver, avant que tu naisses, les 4 tomes de l'Institut de l'anarchiste. Oui, je sais. Mais c'est utile de le rappeler, effectivement. Le tout n'est pas d'acheter dans la nouvelle édition, etc. Ouais. Ouais. Et en fait, moi, je n'ai pas de réponse à. Je suis plutôt à l'écoute. J'aimerais entendre d'autres choses. Voilà. Je trouve qu'effectivement, je ne suis pas un spécialiste du zapatisme, mais ce que je trouve intéressant dans le zapatisme et dans le néo-zapatisme aussi, enfin voilà, je ne les distingue pas d'ailleurs. Si je comprends bien, il y a aussi toute une pensée locale, globale. C'est-à-dire que les caracoles, là, les escargots, qui sont l'espèce d'organe, en fait, comment le dire, un mode de gouvernement par les gens. Enfin, c'est pas de la délégation de pouvoir et c'est pas un truc d'autorité. Il y a des gens qui connaissent ça sûrement bien mieux que moi, mais il me semble que c'est un truc très intéressant, ce lien entre une terre, un lieu, mais qui n'est pas un territoire fermé aux autres. Au contraire, c'est hyper ouvert. On en parle encore aujourd'hui ici. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les ZAD. Est-ce que les ZAD sont des caracoles? Est-ce que les caracoles étaient déjà des ZAD? En tout cas, c'est l'idée qu'il y a une lutte en cours, comme l'écrit Jean-Baptiste Vidalou dans Être forêt. Il dit qu'il y a une lutte entre les managers du vivant et les habitants. Et que, si je le cite, dans un entretien à Bastamag, il faudra bien prendre parti dans la guerre en cours entre les deux. Et dans cette guerre, les zapatistes, eux, ils ont pris parti en 1994, la déclaration de la forêt lacandone, et ils disent, nous, on est dans un lieu, mais ce lieu, il n'est pas mieux que les autres, il est à l'écoute de la terre entière, et d'une terre en particulier. Et c'est ça que je trouve prodigieux, et qui est dans l'anarchisme très puissant, c'est l'idée qu'en étudiant un singulier, en connaissant un lieu, des êtres, une somme finie de choses, en fait, on accède au tout, quoi. Je vous ai scié, non? Vous voulez le micro? Trop court. Alors, moi, je voulais revenir sur le mot qui reliait donc, les deux courants dont vous avez parlé, l'écologie et l'anarchisme, sur le mot du lien et même de la vie, et sur l'idée de concevoir l'anarchisme comme une lutte pour la vie, en un sens, ou pour justement une façon de valoriser le lien, etc. Et je suis un peu gêné parce que je mettrais aussi dans l'anarchisme je ne rejetterai pas la séparation. Je crois que c'est aussi très important. Je pense qu'il faut pouvoir penser la séparation aussi, parce que c'est quelque chose qu'on a de plus en plus de mal à faire. Même, nous, on conçoit nos luttes politiques comme des luttes pour valoriser les liens, etc. Mais peut-être que si on peut concevoir certaines séparations, certaines distinctions, etc., qu'il faut pouvoir penser. Par exemple, il a souvent été dit que l'État était une force centripète, dans un sens, c'est-à-dire qu'elle regroupait des gens vers l'État, qui de plus en plus de gens étaient regroupés et étaient soumis à une autorité de plus en plus grande. Et donc que justement les premiers discours, par exemple un peu universels, qui se retrouvent par exemple dans les grands monothéistes, etc., parce que souvent on associe par exemple le christianisme à une période d'hostilité, de mépris, que tout le monde était de distinction, etc. Alors que c'était les premiers à mettre un message d'amour et d'universel, etc. Et donc moi je n'y vois pas justement, comme vous avez dit pour la manif pour tous, vous parliez de dire que vous ne compreniez pas pourquoi est-ce qu'ils manifestaient pour la vie, que ça devait être une erreur. Mais moi je pense qu'il y a un lien entre vos deux façons de penser. Et je pense justement que c'est bien la même façon de penser qu'on retrouve, que cette façon de concevoir
action vers une lutte pour la vie. On se bat pour la vie. Comme ça. Et il me semble qu'il y a un problème, c'est qu'il faut pouvoir penser à la mort, etc. Mais c'est assez flou, je ne dis pas. D'accord. De cette ambivalence, il doit bien. On se bat sans doute pour autre chose, je pense, que pour la vie. Merci beaucoup pour la question. Elle est hyper profonde, elle pourrait m'emmener vers plein de réponses. Quelques éléments me viennent, même si je ne suis pas hyper fort en questions-réponses, parce que c'est toujours 2 heures après que je me dis « Ah, en fait, non, je vais essayer quand même. » Super. Bon, bah, je commence à réfléchir, on en reparle dans 45 minutes. Ah, ça y est. Non, alors, il y a des distinctions à faire, je pense. D'abord, sur l'histoire de la séparation, je suis tout à fait d'accord, parce que il y a un effet de simplification du propos qui fait qu'on zappe des choses. Par exemple, je suis passé un peu vite sur ce qui était longtemps mon préféré des 3 larrons, si j'ose dire, taureau, qui est très solitaire. Alors, il y a un courant dans l'anarchisme qui s'appelle l'individualisme, d'abord, et qui consiste à dire que il y a d'autres penseurs, il y a Max Stirner, il y a plein de gens comme ça, qui consiste à dire, en fait, le collectif n'est pas la solution à tout et n'est pas la seule dimension pour comprendre les choses, en fait. Il y a aussi quelque chose dans l'individu. Et l'anarchisme est une tradition qui a beaucoup insisté sur le respect des individus, des individualités, des différences, des singularités. Mais pas dans une optique de dire tout est relatif, on est tous différents, on n'y peut rien, mais une espèce de tension qui dit il y a de l'universel possible par-delà les différences. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et pour ça, la séparation a son rôle à jouer. C'est-à-dire que la solitude dans une cabane ou, sans être aussi spectaculaire, des tas d'autres dispositifs, si j'ose dire, existent pour qu'il y ait des temps de séparation, de silence, de retrait, de manière à ce qu'ensuite le collectif soit plus vivant encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Si justement j'insiste autant sur la notion de contact, c'est qu'il y a contact, on le sent ce contact, justement parce qu'il n'y a pas tout le temps contact. Mais, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il ne peut y avoir contact que s'il y a des moments où 2 choses ne sont pas en contact, en fait. Et du coup, l'idée, c'est de sentir la relation, sentir le contact. Et du coup, les mises en contact, elles existent il faut qu'il y ait de l'air autour. Il faut qu'il y ait quelque chose comme un milieu où on respire, quoi, où il y a de la séparation. C'est ce que j'entends dans la première question, mais je ne sais pas si c'est tout à fait ça. Après, sur la fin de votre question, moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que... si j'ai bien compris, il y a l'idée que, au fond, ça serait la même chose quand même. Lutter pour la vie, ça pourrait aussi bien être à la manif pour tous et planter des graines, c'est ça? C'est le même argument. Comment? C'est la même chose qui est... Donc j'ai bien compris que c'était ça le sens, ouais. Alors, je crois que c'est une vraie question. Elle est super profonde, cette question, parce qu'il y a des gens qui se revendiquent comme ça, on voit dans la revue Limite, l'écologie intégrale, ce genre de choses. Moi, je crois que la différence principale qui doit nous éclairer, c'est quel est l'objectif? Vers où ça va, en fait? Est-ce qu'il y a une oppression? Enfin, je veux dire, si la défense de la vie passe par la mort de certains qui mettraient la vie en danger, par exemple, ou rendre la vie difficile des personnes qui, selon un certain point de vue, prétendent défendre la vie. Enfin, moi, très clairement, je prends clairement mes distances avec cette écologie intégrale et la défense de la vie sous cet angle, parce que je pense que c'est une imposition, c'est une domination cléricale, en fait, sur l'esprit et sur le corps des gens. Je pense que la liberté de ceux qui existent ici et maintenant, elle ne peut pas être menacée par une conception finalement abstraite, cérébrale ou spirituelle de ce que serait la vie. Voilà. Et notamment la vie à venir, etc. Enfin, je pense aux luttes sur l'avortement, aujourd'hui il y a des luttes qui reprennent, parce qu'il y a beaucoup de recul sur ces questions. Et je pense que c'est pas la même chose, l'écologie et la défense de la vie, les marches pour la vie, quoi. Je pense que il y a une différence, c'est quelque part il y a une domination en fait. Voilà, il y a une nouvelle frontière qui est imposée. Voilà, moi ça serait ma réponse. Je sais pas si voilà. On peut ne pas être d'accord. On pourra en reparler. Je vous écoute. Merci pour ton intervention, c'était
question écologiste que d'écologistes qui vont s'ouvrir à l'anarchie. Et notamment quand sur la fin, tu cites un peu les écrits contemporains de Luther Lessig, Lestroub, qui vont être un peu étiquetés gauche radicale, néo-libertaire, qui s'ouvrent à des questions sensibles, écologistes, relations. Ce mouvement, il se fait dans un sens, et je trouve qu'à l'inverse, on n'a pas le retour qu'on pourrait espérer, imaginer. Et une des critiques qui est faite souvent Marche pour le climat, c'est un peu le côté on attend de l'État que vous agissiez, on poursuit l'État pour une action climatique. Et les critiques anarchistes disent plutôt mais arrêtez de croire que l'État va réagir, il faut désétatiser un peu votre imaginaire par rapport à tout ça. Et il y aurait peut-être un contre-exemple, même si c'est un bouquin que je n'ai pas lu, c'est l'ancienne députée Isabelle Attard qui j'étais à Nouvelle-Donne, écologiste, et qui a écrit un bouquin Comment je suis devenu anarchiste. Enfin, et peut-être, je ne sais pas, on peut dire, mais peut-être qu'elle raconte un peu sa trajectoire d'écologiste désillusionné qui va passer à un peu d'activité, radicale. Et je me demandais si tu avais du coup des contre-exemples, si tu en avais trouvé, ou si justement tu en avais trouvé moins, c'est pour ça que je ne retrouvais pas dans. Ok. Merci beaucoup pour ta question. J'ai pas une réponse comme ça hyper construite, mais je trouve qu'effectivement, comme tu l'as dit, à mon avis, c'est un déséquilibre révélateur. Et je vais plutôt essayer d'interpréter ce déséquilibre, si je puis dire. À mon avis, si il y a plus de choses que j'ai pu dire sans en être conscient, donc je remercie vraiment de la remarque parce que c'est quelque chose que je n'avais pas compris moi-même. S'il y a autant, entre guillemets, de leçons de l'anarchisme aux écologistes, si je puis dire, on va simplifier comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a une expérience préalable, il y a une histoire peut-être plus construite en termes de collectif, justement, de mouvement social, de lutte, du côté de l'anarchisme que de l'écologisme. C'est-à-dire que l'écologisme, bon, d'abord, je ne l'ai pas redit, mais écologie comme science et écologie comme politique, moi je ne les sépare pas trop. C'est-à-dire que je trouve que la force du truc, elle est justement dans le fait qu'on est à la fois dans une réflexion éthique, politique et dans une connaissance. Et je ne suis pas de l'avis de ceux qui disent qu'il y a des experts d'un côté qui connaissent des faits et de l'autre des gens qui seraient des politiques et qui traiteraient des valeurs. Je pense que l'écologie, son enjeu, il est entre les deux pile. C'est-à-dire que comment on fait pour que des valeurs et des faits s'accordent ? Pour que des faits ne trahissent pas certaines valeurs. Après, je n'aime pas le mot de valeur, mais je suis obligé de l'utiliser comme ça, mais la liberté, l'égalité, la justice, des choses comme ça. Là, je m'éloigne un peu de la réponse, mais ouais, je sais pas, ça va peut-être me revenir après. Désolé pour l'esprit d'escape. Toi, c'est bien. Comment tu définirais, si tu devais donner une définition de vie environnementale? Eh ben, là, je peux répondre, là? Ouais. Merci beaucoup. Eh ben, je dirais, je refuse de répondre. Parce qu'en fait, c'est quand on dit, la notion, j'allais dire, le piège est déjà dans les deux mots. Moi, je refuse. Du coup, ça va m'amener, elle est très bien posée, cette question, parce que elle traduit bien un peu la violence qui nous est faite parfois en langage, en littérature, on en est très conscient, je pense. La violence qui nous est faite par les mots, c'est-à-dire la façon dont on parle de ces choses, anarchie, écologie,
c'est pas neutre la façon dont on en parle. C'est pas, il y a une chose et puis chacun aura ses mots et on s'accordera. Justement, je pense que dans ce qui nous occupe là, c'est les mots même qu'on emploie qui disent comment on ressent, en fait. Pour moi, c'est des mots sans contact. C'est des mots hors sol, très clairement. Bien environnemental, ça ne dit strictement rien. Que dalle. Il n'y a rien dans cette expression. Et c'est pas étonnant, parce qu'en fait, c'est des technocrates qui forgent ça. Le développement durable, c'est un paradigme économiciste. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. C'est des gens qui connaissent rien aux plantes, qui connaissent rien à la vie. Dans toute sa largesse, hein, enfin, je veux dire, moi, ce serait ma réponse. Alors après, derrière la question, il y a quand même des choses très sérieuses qui sont en jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans cette idée finalement, c'est une métaphore aussi, tu vois. La nature, toi, nature, tu me rends un service. C'est quoi cette histoire? Alors, en fait, c'est une métaphore, c'est-à-dire qu'on personnifie quelque part la nature en disant, elle est là, enfin, on s'intéresse à elle et il faut la sauver pour qu'elle nous rende des services. Sinon, elle ne nous intéresse pas. C'est-à-dire, en fait, je ne me préoccupe pas du bien de l'autre pour lui-même. Je me préoccupe du bien de l'autre pour qu'il puisse continuer à être mon esclave. Et ça, c'est une logique de domination, de puissance qui est tout sauf libre, égale, attentive. Voilà. Moi, j'aurais la plus grande méfiance et la plus grande répulsion pour ce type de lexique. Voilà. C'est de la novlangue. Je ne sais pas si je réponds. Alors le problème, on le sait tous, c'est que derrière cette question, c'est la novlangue, mais c'est la novlangue qu'on entend le plus. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Là, je me paye le luxe de balayer ça d'un trait de plume, mais en règle générale, on ne peut pas faire ça. Parce que toujours des gens qui diront mais c'est pas sérieux, enfin c'est des experts, ils ont beaucoup travaillé, arrête, tu insultes leur travail, etc. Alors que je pense qu'en fait, les gens sont tout simplement là, ils ne sont pas assez poètes, quoi. Il faut inventer des mots qui soient à la hauteur de ce qu'on vit. Hein. Bien environnemental, on peut mieux faire. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que tu en penserais. Ah. Bien environnemental, t'as quand même une notion marchande. Ouais, voilà. En fait, ça veut dire un truc. Ouais. C'est ça. C'est ça. Non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire que ça veut dire un truc que je suis pas en train de dire que ça n'existe pas et que c'est insignifiant. Tout au contraire. Ça veut dire une violence extrême, en fait. Bien environnemental, c'est une manière de dire bah, tu es mon bien, donc tu es ma possession, donc je prends possession. C'est l'extractivisme, c'est tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire, c'est pas neutre, effectivement. Ouais, c'est une façon de dire la nature est notre esclave, quoi. Hein? Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Très lisse. Ouais. Bah, je m'étais amusé. En fait, du coup, je vais vous raconter un truc. Je ne veux pas prendre la parole de quelqu'un, mais vite fait, j'ai fait une conférence presque sur le même sujet il y a 2-3 mois. C'était écologie et populisme. Vaste sujet. Vaste sujet. Et j'étais dans un contexte, on va dire, moins détendu. Moins sympa et c'est pas bien parce que je suis enregistré les gens qui bon bref coucou Angers alors en fait la question c'était aussi une question comme ça sur la langue et les mots qu'on emploie pour dire ces choses et en fait populisme c'est une étiquette complètement construite et qu'il faut complètement déconstruire et ça prend du temps pourquoi je pense à ça? J'avais fait un petit exercice, c'était au moment des européennes, les élections européennes, donc pour les électoralistes dans la salle. Il y avait une liste LREM, là, La République en marche. C'est plein de gens dans ce pays qui votent pour des marcheurs mais qui ne savent pas marcher. Enfin, je sais pas. Pardon, ça m'a échappé. Non, en plus c'est nul. Alors, dans ce programme qui est sorti une semaine avant l'élection, j'ai fait un j'ai cherché écologie, écologique, environnemental. Il y avait une occurrence, une seule apparition du mot environnement dans tout le programme. C'était oui, nous défendrons des normes environnementales exigeantes, sociales et environnementales exigeantes au Parlement européen. Point. Donc, abstraction totale. Là, on est dans le bien environnemental. C'est-à-dire la façon dont on parle, c'est ça surplombe, ça veut tout dire. On ne pourra pas dire que ça n'a pas été fait, parce que de toute façon, c'est flou. Voilà. Et l'exercice était un peu provocateur et consistait à comparer
ça avec la plateforme des Gilets jaunes avec les 42 points. Dans la plateforme des Gilets jaunes, on en pense qu'on veut. Il y a des tas de critiques à émettre. Moi, le premier, sur les 42 points. Mais dans les 42 points, il y avait 3 qui concernaient l'écologie. Il y avait le mot écologie, d'abord, qui apparaissait. Il était dit que les voitures à hydrogène étaient plus écologiques que les voitures à électriques. Donc ça, moi, personnellement, j'y crois pas une seconde, mais soit. Il y avait aussi isolation des logements. C'était très concret. C'était pas... Pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre du contact dans cette affaire. Isoler des logements, point barre. Voilà, isoler des logements. Alors, l'ironie là-dedans, c'est que c'est moins de contact avec l'air extérieur, mais bon, c'est utile parfois. Voilà pour la petite histoire. Ouais, pardon. Ouais, y a pas de problème. Est-ce que tu vois une opportunité par rapport à l'apparition en fait, du concept d'anthropocène et le fait qu'il y ait justement un arrêt de la séparation entre nature et culture-société et les liens que tu as expliqués entre écologie et anarchie? Quel lien je vois entre anthropocène d'une part et écologie et anarchie, c'est ça? Ouais, le fait qu'en fait, quand tu expliqué que écologie et anarchisme, on essaie de recréer justement ce lien, le contact dont tu parlais, entre nature et culture, et qu'on a tous baigné, de toute façon, toutes les sciences sont baignées dans le fait de séparation, voilà, nature et culture-société. Donc, l'anthropocène, le concept venant au début des années 2000 et proposant justement une autre lecture, est-ce que pour toi, c'est une opportunité justement de peut-être de plonger dans cette écologie anarchisme via cette évolution que tu as eue dans l'imaginaire et dans la réflexion? Bon, bah, c'est raté pour moi parce que j'avais espéré secrètement pouvoir m'empêcher moi-même de prononcer le mot d'anthropocène qui rend tout très compliqué et opaque, mais je vais répondre quand même. En fait, cette notion, 2-3 rappels quand même, parce que elle naît dans la chimie et la stratigraphie, la géologie, et c'est une façon de dire, est-ce qu'il y a une époque géologique nouvelle qui serait marquée par l'habitat humain, enfin la modification de l'écorce terrestre par l'humain? Il y a des marqueurs pour ça, il y a une discussion géologique en cours, c'est une affaire de scientifiques, bien. Après, il y a l'anthropocène en sciences sociales, en fait. Il y a l'anthropocène dans le rapport société, dans sa politisation. Et il est beaucoup fait par le bouquin de Bonneuil et Fressoz en 2013. En France, il y a une espèce de débat qui socialise et politise beaucoup plus la question. Bien. Alors, c'est là que ça devient peut-être intéressant, mais à mon avis, c'est pas central pour penser peut-être les rapports entre je dirais écologie et anarchie, et pourquoi j'ai voulu m'en passer, parce que c'est une notion tellement, c'est un peu un hyper-objet. On est obligé de se prononcer pour ou contre par rapport. Ça tétanise le débat. C'est un mot qui a un effet, un autre effet, on pourrait qualifier en littérature aussi. C'est un peu un fétiche, ce mot. On va se placer par rapport à lui. Moi, je pense que, alors peut-être quand même pour répondre plus simplement à la question, un des mérites du débat qu'ouvre le mot anthropocène, c'est de dire, ok, il y a une histoire des matériaux, de l'énergie, de l'exploitation des sols et des ressources par l'homme et des émissions de gaz, etc. Et il y a une histoire sociale. Et en fait, c'est de là, c'est la même histoire. Ok. Alors, s'il y avait besoin de rappeler ça, mais moi, en fait, je trouve qu'il n'y avait pas forcément besoin. C'est-à-dire qu'il y avait quand même plein de gens qui étaient conscients, sans la notion d'anthropocène, du fait que un problème de lutte énergétique entre deux pays, d'approvisionnement énergétique, est un problème social et pour la nature à la fois. C'est-à-dire que société et nature, il n'y a qu'aux yeux d'un certain nombre de gens qui avaient oublié que ça va de pair, qu'on avait besoin peut-être de cette notion. Moi, bon, c'est un peu imparfait comme réponse. Mais... Non, en fait, c'est que quand il y a des débats actuellement justement dans les différentes disciplines scientifiques, c'est pour ça que je demandais si c'était une opportunité. Justement, oui. Ça revient, je veux dire, comme tu disais, c'est quelque chose qui peut être vraiment naturel. Ouais. Ça revient sur le devant de la scène. Et là, je sais, il y a des travaux, je veux dire, l'Université de Bordeaux, etc., sur justement comment on recrée ce lien. Ouais. Moi, je trouve plus fécond, en fait, tout ce qui s'est fait dans le travail de commentaires sur l'anthropocène en disant, ah bon, mais cette époque, c'est peut-être aussi celle du capitalisme, capitalocène, celle de
L'Angleterre, pourquoi pas, qui a été l'espèce de point de départ, l'étincelle de départ du capitalisme et qui reste quand même au cœur du système. Hein. Donc pourquoi pas le Britannicène. Moi, pour blaguer, des fois, je parle du... Alors, je fais plein de scènes comme ça. Machin scène. En fait, il y en a plein. Il y a, je sais pas moi, le... bizarrement, là, il n'y en a pas aucun qui me vient, mais je pense qu'il faut réfléchir à ce qui est une force dans l'histoire. L'Anthropocène, c'est effectivement une opportunité de dire qu'est-ce qui est la force historique. Une phrase de Reclus que j'aime bien citer, c'est il y a 3 choses qui pour lui valent le coup qu'on les appelle des lois. C'est la lutte des classes, la décision souveraine de l'individu et la recherche de l'équilibre. Je pense que c'est dans un autre ordre. La lutte des classes, la recherche de l'équilibre et la décision souveraine de l'individu sont les 3 ordres de faits qui méritent qu'on les appelle des lois. Et je pense que le débat sur l'Anthropocène ne fait pas mentir cette phrase. Voilà. Je vous en prie. Je t'en prie. David, je crois que tu voulais me poser des questions. Enfin, là, c'est horrible ce que je fais parce que je te... Mais... Tiens. Au début de ta conférence, tu as parlé de nucléaire. Et je ne sais pas si tu avais l'air de dire que les luttes anarchistes étaient pas nécessairement anti-nucléaires ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait une affiche de lutte anarchiste contre le nucléaire. Et je ne vois pas pourquoi, en soi, lutte anarchiste serait anti-nucléaire, forcément. Ouais. Et du coup, ça me fait penser sur le titre de ta conférence, écologie avec un S. Mais je ne suis pas sûr que tu aies vraiment mentionné qu'il y avait écologie et écologisme. La distinction entre l'écologie scientifique et puis la lutte politique, c'est pas que les deux sont incompatibles, mais des fois il y a des écologistes qui sont pas écologues et le contraire aussi, très souvent d'ailleurs. Et voilà, je passe mon question. Il y en a plein dans ton intervention, merci beaucoup, c'est super parce que... alors, pourquoi j'utilise pas trop, à la fin en fait j'ai utilisé une fois le mot d'écologisme, mais moi d'habitude je l'utilise pas, parce qu'en fait un jour j'ai ouvert un dictionnaire de géographe, petit dictionnaire de géographie, je sais plus quel est son titre, enfin c'est vraiment un truc qui est dans toutes les bibliographies premier cycle en études de géographie. Je lis 2 articles, écologie, écologisme. Donc, ok. Écologisme, réédité en 2014, hein, sans modification, je précise. Sauf erreur, c'était 2014. Écologisme, non masculin. Attitude pathologique, consistant à considérer toute modification humaine sur le vivant et les sols comme une intrusion dangereuse, etc. Je m'arrête là, je pense que ça suffit. C'est l'écologisme, pour moi, c'est une notion d'aménageur, c'est un peu comme une maladie. Pour moi, j'entends le isme un peu comme une espèce de... Alors, j'ai peut-être tort, c'est un point de vue un peu partiel. Il y a des écologistes qui disent qu'ils sont écologistes et pas écologues. D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est mon cas. Je pourrais dire que je suis écologiste sans être un connaisseur comme toi de la faune, la flore, etc. Et donc, c'est une distinction qui est utile et en même temps qui est biaisée, enfin qui a des relents pour moi. Parce qu'en fait, justement, je pense, c'est ce que je disais là à l'instant, c'est pour moi il y a un lien qui est super, justement c'est le côté subversif et risqué de l'écologie, et là où pour moi elle est intéressante, c'est quand on mélange la connaissance et le politique. C'est-à-dire que, et pour moi c'est aussi ce que fait l'anarchisme et qui lui donne sa force, c'est que c'est pas mettre au service de la politique, d'une vision politique, la science. C'est pas non plus mettre au service de la science la politique, mais c'est une manière d'articuler les deux. Et c'est précisément peut-être ce qui nous manque dans le monde d'aujourd'hui, c'est que vous et moi, on voit l'Anthropocène, les émissions de, je sais pas, l'acidification des océans, on entend ça, on dit mais qu'est-ce que j'y peux en tant que citoyen? Rien, ou presque. En tant que scientifique, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et justement, on retrouve une puissance quand on parle, quand on emploie des mots qui désignent des choses qu'on peut expérimenter, contacter soi-même et éventuellement essayer une expérience comme avoir un impact, faire pousser un truc, quoi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. L'autre truc qui me vient, c'est que... alors sur le nucléaire, je vais me permettre, en fait, c'est horrible, mais au cas où j'avais 2-3 réserves, il y a des textes sur le nucléaire qui sont géniaux pour moi et je
Je pense à une autrice japonaise, Yoko Tawada, qui, dans le journal Les Jours Tremblants, écrit un truc qui... Alors, elle n'est pas anarchiste, hein. Elle n'est pas non plus écologiste, mais elle écrit tout simplement un truc qu'elle observe sur la catastrophe de Fukushima et les travailleurs, les liquidateurs. Elle dit à la fin du texte, en fait, elle est atterrée parce que son neveu, il est dans le mythe nationaliste de c'est des héros qui vont nettoyer la patrie, etc. Donc tout le truc qu'on avait déjà à Tchernobyl et qu'on retrouve à Fukushima, le sacrifice nationaliste, patriotique, etc. Et c'est un mythe qu'elle déconstruit dans ce texte et elle dit, bah non, c'est pas des héros, c'est juste des gens qui n'ont pas le choix. Et ça, en fait, c'est quelque chose comme un travail de réhabilitation de la réalité, c'est-à-dire, en fait, c'est une lutte des classes qui s'ignore, enfin que la plupart des gens ne veulent pas voir plutôt. Et la dépollution, mais aussi le travail quotidien dans une centrale. Je ne sais pas si vous avez lu la centrale d'Elisabeth Fillol, c'est des précaires, ils prennent des doses, ils ne peuvent pas travailler beaucoup parce que justement ils prennent des doses. Du coup, ils sont au chômage 19 jours sur 20, pas au chômage, pardon, mais façon de parler, mais chômage technique, quoi, en un sens. On ne peut pas entrer plus d'un certain temps dans une centrale. C'est des questions hyper concrètes qui sont sociales, énergétiques et écologiques à la fois, quoi. Voilà, je sais pas si c'est à ça que je pense quand j'entends ta question, mais toujours l'esprit d'escalier. Ouais. Je commencerai par dire que c'est vraiment une question qui, encore plus que toutes les autres, appartient à chacun, quoi. Enfin là, clairement, qui suis-je moi pour répondre? Mais je vais quand même le faire parce que je suis un parmi tant d'autres qui peut répondre. Moi, je trouve que oui, et je trouve qu'elle ressemble déjà quelque part à quelque chose comme une ZAD par moment et par endroit. Et en fait, moi, il y a un mot que j'aime beaucoup et qui décrit peut-être ce que disaient les situationnistes d'une certaine expérience de la ville, notamment de bord, c'est le mot de dérive, c'est-à-dire une dérive psychogéographique en ville, marcher en ville et laisser les contacts se faire précisément. A priori, il y a un truc qui s'oppose à ce qu'une ville puisse accueillir une ZAD ou devenir une ZAD ou sans ZAD. C'est que il y a plein de contacts rompus. Une ville, c'est des bulles qui sont plus en contact, quoi. Donc, comment on fait pour que ces bulles puissent momentanément faire quelque chose ensemble? Et clairement, une manifestation, c'est pas une ZAD, quoi. Parce que quand on pense action, ville, on pense par exemple à une manifestation, mais c'est un petit peu vieux comme mode d'action, il y a plein d'autres trucs beaucoup plus nouveaux. Ça marche pas comme une ZAD, ça c'est clair, quoi. Je pense que j'ai pas la réponse toute faite, mais moi je me pose la même question. J'aimerais bien des fois que le slogan ZAD partout, il soit valable aussi pour la ville. Et à mon point de vue, il y avait un élément dans ta question, on peut se dire tu, un élément dans ta question, c'était en gros il y a du béton, il n'y a pas la nature, donc on ne peut pas faire la ZAD, c'est ça? Non, je vais reformuler. Ouais. Les villes sont des zones d'aménagement, Ouais. de gestion. Ouais. Du territoire qui à la base était pourquoi comment, à travers tout ce que vous avez dit et aussi la question parler justement des biens environnementaux, question d'aménagement, de gestion, de déchets, etc. Des termes qu'on voit beaucoup en
pas la même écologie. Ouais. Et moi, j'aurais tendance à dire que finalement, une ZAD en ville, c'est peut-être pas possible. Il y a les mots et il y a les choses en la matière, je pense. Il y a les mots et les choses, quoi. C'est super intéressant, il y a beaucoup de choses dans cette question. Merci beaucoup, parce que un truc tout con. Moi, quand j'habitais Bordeaux, je m'étais interrogé sur le fait que les réseaux de bus s'appellent des lianes. Je ne sais pas si ça s'appelle encore des lianes. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est un lexique en fait. Est-ce que c'est vraiment une liane? Non, c'est une métaphore en fait. Et est-ce que ça fait le lien? Oui, en partie. On peut aller d'un point à un autre, aller voir des gens, etc. Et par ailleurs, les gens peuvent se parler dans le bus, des trucs comme ça. Est-ce qu'ils le font? Pas forcément. Bon, allez-y, ouais. Ah ouais, 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 bien vu, bien vu. Il y a une logique imbattable. Ouais. Il y a plein de choses derrière cette question. Comment les villes jouent aussi parfois sur le lexique de l'anarchie pour être désirables, quoi. Je pense qu'il y a un truc autour de l'anarchie où c'est à la mode, y compris chez des gens qui sont les ennemis de l'anarchie. Les capitalistes sont en train aussi, ça fait longtemps en fait, de parler anarchiste pour séduire en fait. Il faut faire très attention à ça, je pense, parce que quand c'est des mots sans les choses, ça marche moins bien. Ouais. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Pardon, David. Oui, du coup, on a vu que l'écologie, en fait, est un terme que s'approprie le système capitaliste et beaucoup de gens en règle générale. Par contre, l'anarchisme et l'anarchie en général, c'est vu comme quelque chose de négatif. Même dans le dictionnaire, on voit plutôt ça comme le désordre, le chaos. Et donc ces deux termes qui, on a vu, sont très liés. Comment les rendre aux yeux du grand public liés au final? Et comment faire pour que l'anarchie ne soit plus vue comme le chaos? Voilà. Peut-être qu'elle a besoin d'être en partie chaotique. Moi, j'aurais tendance à dire. Alors, d'abord, petite relativisation, je pense que, certes, on a encore un usage en tant qu'insulte de anarchie. Les dirigeants, comme on dit, parfois on les appelle des responsables politiques, moi ça me fait bien marrer. Ils disent parfois c'est l'anarchie, c'est la chienlit, enfin voilà, ça va pas du tout, c'est négatif. Ok. Mais il y a aussi, et à mon avis c'est plus pernicieux encore, une manière de ne pas dire le mot, mais d'emprunter tout le vocabulaire inventé par les anarchistes et les gens qui vivent librement, pour dire « Ah, c'est vachement plus désirable, donc du coup, il faut qu'on mette ça dans notre moteur capitaliste pour qu'il continue à tourner en ayant l'air jeune, en ayant l'air cool, etc. » Et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus trompeur. Il y a quelque chose comme un emprunt massif à la culture anarchiste pour faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que la question centrale, et ça rejoint d'ailleurs la question d'avant, c'est celle du contrôle, quoi. La ville, pourquoi c'est si compliqué de faire une ZAD en ville? Parce que c'est contrôlé comme espace. C'est vidéo-surveillé, il y a des portiques partout pour passer. On ne peut même plus attraper un train sans billet parce qu'il n'y a même plus un contrôleur avec qui on peut discuter. Il y a un portique. Alors, il faut passer par-dessus le portique. Enfin bref, c'est compliqué, quoi. Donc, en fait, le grand combat, moi, je retrouve en fait cette expression de Vidalou que je trouve vraiment puissante. Le combat entre les managers qui contrôlent tout, qui voudraient tout à sa place. On prend du lexique anarchiste et on fait une belle ville bien organisée. Donc les organisateurs, les aménageurs, les bâtisseurs, d'un côté, et puis les gens qui acceptent que ça grouille, que ça soit vivant, que ça soit pas rangé, que ça soit chaotique. Et je pense qu'en fait, il y a une vertu du chaotique. Il faudrait peut-être accepter une part de désordre. Parce qu'en fait, il y a une espèce de rapport hyper fécond et vivant, justement, entre le désordre et l'ordre. Reclus, il dit, tout le monde connaît ça, enfin, je sais pas, hein, mais l'anarchie, c'est la plus haute expression de l'ordre. Alors, il ne veut pas du tout dire que tout le monde ne marche pas. Il veut dire qu'en fait, c'est un ordre d'un autre.
sur un autre plan, quoi. En fait, ça nous apparaît comme du désordre. En fait, c'est de l'ordre. Alors, à méditer, je sais pas si je réponds. Ouais. Dans la nature, en fait, il y a les jardiniers qui font en réunion tout parfait et ils sont obligés de demander, ils sont obligés de mettre plein de choses pour qu'il y ait de la production. Dans la permaculture, ce jardinier-là, on le met dans permacole, et puis il est là, oh, mais c'est l'anarchie. On fait le lien directement en fait. Et ce jardin-là, il est productif, il n'est pas malade, on ne le traite pas, et il y a un écosystème qui s'alimente les uns les autres en fait, et qui s'apportent les uns les autres. L'autre, il dit de l'azote, du carbone, machin. Tout s'équilibre en fait. Et donc, le chaos, on le voit comme un truc qui est explosif, avec comme un volcan, pas du tout en fait finalement. C'est juste qu'il y en a un, il a un truc, et puis il y en a un autre qui a un autre truc, et puis chacun prend et donne. Voilà, ça reste une énergie en fait, une symbiose. Pour moi, le chaos, je vois comme un cercle. Je suis super d'accord parce que, en fait, ça me fait penser à un film qui s'appelle Dirt, qui parle de la terre et ce qu'on considère comme un déchet, c'est-à-dire en gros de la merde, hein, pour le dire simplement, de la merde. C'est tout ce qu'on jette, la matière organique carbonée dont on veut plus. En fait, c'est le ferment, c'est la même matière qui va être l'aliment de demain. Et quand on y pense, en fait, ça veut dire notre travail consiste à revoir notre séparation si nette entre ce qui est propre et ce qui est sale, entre ce qui est chaotique et entre ce qui est nuisible et ce qui est utile, comme on dit sur la faune parfois. Voilà. Bon, et à partir de là, il y a un truc assez puissant, c'est que je suis vraiment passionnant cette histoire du jardinier, parce que moi, j'ai pas la main verte. En fait, un jour, on m'a offert une misère. Je sais pas si vous voyez. La plante qui s'appelle la misère. Normalement, le principe, c'est on n'arrose pas, ça pousse. On fait rien, on la laisse sur son balcon, il gèle, elle pousse encore. En une semaine, elle était morte. Moi, j'étais super fier, j'ai fait crever la misère, ouais. Voilà. Et en fait, faut pas me donner de plantes, quoi. Et en même temps, j'adore que les autres s'en soient occupés et qu'elles me fassent compagnie, comme dit la Boétie, quoi. Et le jardinier, il y en a un, j'espère, dans la salle, c'est Julien. Je ne sais pas s'il est là, Julien. Les jardiniers, ils savent très bien que faire avec le désordre et que lui laisser. En fait, il y a un truc tu dis, voilà, on met plus d'engrais, c'est le bordel. Mais en fait, les plantes qui reviennent, elles s'appellent, dans le jargon abstrait, biodiversité. La mauvaise herbe ou la biodiversité, c'est la même chose. Moi, il y a un truc, je me souviendrai toujours, le jour où j'ai découvert que quand on prend une carte de la planète avec les endroits où il y a une concentration de petites langues, des langues autochtones, parfois parlées par 300 personnes, qui ont leur manière de voir le monde, leur vocabulaire, leur partage du monde, quoi. Notionnel, je veux dire. Les zones où ces langues sont en danger, en fait, souvent, c'est les mêmes que les zones où il y a de la nature en danger. C'est-à-dire qu'en fait, on prend la carte de la biodiversité menacée et la carte des langues en danger, elles se superposent. Alors, je pense qu'il y a une vertu du désordre. Et le désordre, c'est peut-être un nom qu'on a donné un peu vite à la diversité. En fait. Peut-être que là, on est désordre, c'est universel. En fait, on est juste dans la chair de fond. Voilà. Tu as parlé d'écologie sociale et je ne pense pas que tu aies fait référence à Murray Bookchin, qui a passé toute sa vie à théoriser l'écologie sociale et le municipalisme libertaire, ce qui rejoint l'idée de la cité, et qui a inspiré tout le mouvement kurde depuis beaucoup d'années. Actuellement, on est en train de marquer comme une époque. Merci beaucoup de cet ajout, parce qu'effectivement, j'y ai pensé. En fait, je ne connais pas bien, tout simplement. Murray Bookchin, le municipalisme libertaire, parfois aussi les liens avec ce qu'on a appelé le biorégionalisme. Alors, il y a tout un truc un peu complexe là-dessus. Moi, ce n'est pas les textes que je connais bien, mais c'est vrai que ça fait partie, ça vient assez vite quand on croise écologie et anarchie, on pense à cette œuvre-là. Après, je pense que je ne saurais pas en dire beaucoup plus là-dessus, mais je sais qu'il y a aussi John Clark, qui est, si je comprends bien, lié à Murray Bookchin, plus ou moins son élève, etc.,
qui a écrit sur Reclus et à propos aussi de ce qu'il appelle la politique écologique de l'anarchisme. Ça fait partie des corpus super importants. Je pense que c'est des choses qui sont utiles aujourd'hui, mais je connais mal. Mais, voilà. Oui, parce qu'il y a à l'intérieur de la théorie de Bourdieu, il y a aussi l'égalité homme-femme, puisque c'est ce qu'ils ont mis en pratique en année dans toute la région. Donc les Kurdes. Chaque fois qu'il y a un maire masculin, il y a l'équivalent féminin, et toutes les structures sont toutes nouvelles, et ils ont mis en place aussi toute une agriculture écologique, qui est vraiment effectivement une mise en pratique de travail de l'écologie en plein milieu d'une guerre. Voilà. Peut-être les choses sont peut-être possibles parce que justement il y a cette espèce de désorganisation, il n'y a pas l'emprise d'un État, parce qu'on est à la limite des États de Syrie, tous les Kurdes sont à la limite de 4 États, donc ils se reconnaissent dans aucun des États, parce qu'ils ont dépassé l'idée d'avoir un État kurde, et le fait qu'ils ne se reconnaissent plus dans aucune structure pyramidale d'État, donc ça leur a permis de trouver ailleurs, autrement, autre chose comme une structuration radicalement différente et qui intègre toutes les luttes du féminisme, de l'écologie, de l'égalité sociale, etc., etc. Super. Merci beaucoup. Progrès. Dernière question, c'est ça? Une dernière question, parce qu'après, il faut partir. Éjecter. Dernière question, me dit-on. Merci beaucoup, super question, hyper importante. En fait, il faut faire des distinctions là aussi. Moi, j'en veux pas du tout à la science. Il y a une forte défense de la science, comme vous dites, chez les anarchistes d'ailleurs. Par exemple, Reclus l'oppose à la religion en disant que la science est plus importante en fait que la religion. On pourrait revenir là-dessus. Mais il y a un truc, il y a une maladie de la science qui s'appelle le scientisme et qui est que finalement, quand on parle avec des scientifiques, je veux dire des sciences exactes de la nature par exemple, souvent sciences exactes, sciences dures, sciences molles, etc. Bon. Les sciences de la matière et du vivant, on va dire, pour aller vite, les scientifiques qui sont super bons, ils ne croient pas en la science. Ils ne disent pas que la science va sauver. Ils ne disent pas que la science va nous tirer du pétrin, etc. Sur l'exemple précis que vous donnez aussi, c'est super intéressant dans les mots même où c'est dit, parce que moi je ne crois pas, d'abord je refuse de croire en une institution à laquelle je ne pourrais pas comprendre moi ce qu'elle dit et dans les mains de laquelle je remettrais mon salut. Hein. Il y a quelque chose d'une domination là. Donc c'est pas la science ça, c'est pas la science au sens de Reclus, c'est la science du scientisme, c'est une science toute puissante et d'une certaine manière qui ne s'occupe même plus de dire ce qu'elle fait parce qu'elle ne sait plus le dire aux citoyens. Et ça pour moi c'est plus une science, c'est du scientisme et c'est souvent très néfaste. Par exemple, pour revenir sur l'exemple précis, le climat, la réduction des émissions. Ok. Mais est-ce que c'est la réduction des émissions qui va nous sauver? J'en suis pas sûr en fait. Je pense pas que ce soit une question de quantification qui va nous sauver, pour peu qu'on en ait besoin. Peut-être que, alors dans la chanson, c'est prolétaires, sauvons-nous nous-mêmes, hein, dans l'international de Gilles Potier.
qui n'est pas forcément partagé par tous les anarchistes par ailleurs, mais l'idée que si on a à vivre, en fait, c'est par nos propres moyens, en comprenant en quoi ce qu'on fait aux autres et ce qu'on se fait à soi-même. C'est-à-dire que moi, je remplace science par expérience, connaissance, contact. Finalement, ça vaut pour science. C'est une science de tous. C'est un peu la science pour tous, quoi. C'est-à-dire, pour moi, un jardin où on apprend à n'importe qui à pouvoir jardiner et faire la constatation lui-même de ce qu'il ou elle a fait avec ses mains, c'est de la science bien plus forte, d'une certaine manière, de ses implications sociales et environnementales, que de dire « Oh, c'est bon, je peux continuer à rouler, à avoir un frigo, à dépenser je sais combien d'argent dans les gadgets », parce que de toute façon, il y a des techniciens qui s'occupent à plein temps de trouver la solution. C'est ce qu'on appelle le solutionnisme, parfois, vous voyez. Genre, les scientifiques bossent dessus, c'est bon. La voiture à hydrogène, c'est bon. Non. Ce que j'y peux, moi, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'une voiture? Est-ce que, d'abord, c'est quoi l'hydrogène? Je peux peut-être faire l'expérience moi-même de faire rouler un truc à l'hydrogène et puis voir que, en fait, c'est ce que fait Thoreau dans sa cabane aussi. On en devient soi-même super économe. On dit, bon, quand on est soi-même à la manœuvre, on dit qu'est-ce qui en vaut la peine en termes de temps, d'énergie impliquée individuellement et même collectivement. Et là, on a peut-être des considérations politiques importantes que parfois la science oublie. Quand on voit un EPR, je finis là-dessus, le coût d'un EPR multiplié par 10, vive la science, quoi. Scientiste. Je sais pas. Ouais, j'arrête. Merci beaucoup.